Donc voilà, donc je suis Romuald Poteau, moi je suis prof à l'Université de Toulouse, au laboratoire de physique et chimie des nano-objets. Je suis responsable de l'équipe modélisation physique et chimique. Et je suis effectivement un chimiste computationnel, j'ai une formation en méthodologie de la chimie quantique. Et en fait, ma présence ici est une escroquerie parce que d'une part, je ne travaille pas sur l'or, je travaille quand même sur des nanos, ça c'est vrai. Et puis, je ne suis pas un spécialiste de machine learning appliqué à la chimie, je me suis formé sur le tas. Donc il y a forcément des trous dans ma formation, des trous dans la raquette. Et il y a des algorithmes un peu avancés qui demeurent toujours un mystère pour moi. Donc ça, ben, c'est un exemple d'illustration générée en partie par une IA générative. Le fond a été généré par une IA générative et la nanoparticule qui est là, qui est une nanoparticule de ruthénium, qui est raisonnablement noble comme un métal. Je suis un peu monomaniaque, j'ai beaucoup travaillé sur le ruthénium depuis 15 ans. Donc la nanoparticule a été générée avec mes outils habituels. Donc je suis responsable de l'équipe modélisation physique et chimique. On est 7 enseignants-chercheurs permanents. C'est pour présenter un peu le contexte et comment nous, on a éprouvé le besoin d'évoluer dans notre pratique de recherche. On a beaucoup de projets conjoints. On a tous nos projets individuels, mais beaucoup de projets conjoints. On travaille beaucoup sur les nano-objets, mais également sur des thématiques très spécifiques au groupe, catalyse homogène, dynamique moléculaire de systèmes d'intérêt biologique. Ce qui nous relie tous, c'est des fortes connaissances en DFT, en dynamique moléculaire, en Monte Carlo. Alors bon, mécanique moléculaire, champ de force, là on est... moi c'est pas mon truc, mais il y en a quelques-uns qui maîtrisent ça dans l'équipe. Et ce que je me plais à dire souvent, c'est qu'on a une démarche holistique de physico-chimie. C'est-à-dire on n'est pas juste des chimies théoriciens, ce qui est dans notre ADN, c'est le lien théorie-expérience. Et donc on essaie de tirer parti de tous les outils de modélisation qui sont à notre disposition et qu'on maîtrise. Et en particulier, il y a quelques années, il y a longtemps, on m'avait dit oui, la chimie théorique, ça n'est absolument pas un spectrophotomètre théorique, mais en fait, si, on peut faire de l'infrarouge, du Raman, de la RMN avec des précisions raisonnables. Et parfois, on peut déterminer des données. Donc là, en particulier, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça, c'est de la RMN de l'azote 15, de composés dérivés de l'urée, qui s'absorbent sur des nanoparticules de ruthénium pour lesquelles il n'y a absolument pas de table de spectro-RMN. Et donc, dans la collaboration qu'on avait avec Bruno Chaudret au labo, on lui a fabriqué une... Ah oui, c'est quand on se rapproche là qu'il y a un Larsen. Donc, on lui a fabriqué une table de données RMN qui collait assez bien avec l'expérience, il se trouve, et qui a permis d'interpréter les signaux RMN qu'il avait. Et puis, de plus en plus, on s'est intéressé à la science des données et au machine learning. Donc c'était avant le Covid, avec mon collègue de l'équipe, Franck Jolibois, on est rentré on était à l'American Chemical Society, on est rentré au symposium IA. On n'a rien compris, mais on est resté toute la semaine dans ce symposium-là. Et on s'est dit, il faut qu'on s'y mette. Alors bon, l'IA, c'est vraiment un vecteur aujourd'hui, enfin le machine learning plutôt, je vais appeler ça apprentissage automatique, c'est vraiment un vecteur et un stimulateur de découverte, de développement et d'innovation. Alors je ne vais pas pouvoir vous présenter, j'ai choisi de ne pas faire une présentation biblio, parce que souvent c'est magique. On assiste à des confs un peu généralistes sur l'IA, c'est à la magique, on se dit ouais, c'est super ce qu'ils ont fait, mais à la fin on est un peu frustré parce qu'on ne sait toujours pas comment ça marche. Donc moi j'ai choisi de rester très terre à terre et de vous montrer quelques applications et de faire tourner un ou deux notebooks Jupyter. Donc je vais rester très basique, donc pour certains d'entre vous, vous allez vous embêter parce que vous allez vous dire que vous savez déjà tout ça et peut-être que pour d'autres non, on va voir. Je vais vous parler donc un peu d'apprentissage supervisé, non supervisé. Alors, machine learning en physical chemistry, non, en fait, je vais pouvoir dire que très très peu de choses. Je vais rester très très superficiel parce que si on commence de la biblio là-dessus, c'est vertigineux tout ce qui sort depuis quelques années en machine learning. Par contre, je vais vous dire comment on peut mettre les mains dans le cambouis. Ça passe beaucoup à base de Python, d'une connaissance de Python. On peut faire ça aussi avec d'autres outils, avec MATLAB, avec Mathematica. Mais c'est vrai que dans Python, il y a tout un environnement qui permet d'aller bien au-delà de ce qui est proposé dans MATLAB ou Mathematica. Et en particulier, il y a des tas de bibliothèques qui connaissent des applications très avancées de chimie, physico-chimie et de physique.
Et puis aujourd'hui, on a les IA génératives. Alors bon, on peut en discuter, l'impact carbone des IA génératives n'est pas négligeable, mais c'est vrai que les IA génératives, enfin moi quand j'ai commencé, j'ai écrit tous mes codes de Python tout seul comme un grand, et je me suis souvent battu des après-midi entières avec des histoires de tableaux qu'il fallait redimensionner, etc., pour que ça rentre dans l'input d'un algorithme de machine learning qui voulait un formatage de tableau bien précis. Aujourd'hui, vous demandez à ChatGPT, à Gemini, à Claude, et en une seconde, il vous dit quel est le bon formatage et il vous sort les 3 lignes de Python. Donc ça change bien les choses. Je vous montrerai un workflow typique, y compris, alors ça c'est là quand même peut-être la petite originalité de ce que je vais vous présenter, ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle explicable. C'est-à-dire que oui, d'après ce que j'en sais, pour en discuter avec des matheux en particulier, la plupart des algorithmes machine learning, ce sont des boîtes noires. On n'est pas capable d'interpréter, si vous avez un réseau de neurones, et les poids des connexions entre les neurones, etc. Mais néanmoins, on peut a posteriori savoir pourquoi une IA a pris une décision ou a fait une prédiction. On peut savoir sur quels critères. Et du coup, on peut se rendre... Enfin voilà, je vous présenterai 2-3 trucs là-dessus. Et puis après, il sera temps de conclure. Et puis pour certains d'entre vous, on se retrouvera... certains et certains d'entre vous, on se retrouvera en TP. Alors, je vais utiliser vers la fin des notebooks Jupyter. Alors, quand on a commencé la thématique dans l'équipe, qu'on a commencé à accueillir des stagiaires et des doctorants, on a souvent répété des choses. Alors, on voulait présenter ça dans un contexte chimique. Et on a souvent répété des choses, voilà, répéter. Les étudiants, les stagiaires, les doctorants n'avaient pas de cours là-dessus. Et donc, on a fabriqué des notebooks. Bon, ça vaut ce que ça vaut. On a fait ce GitHub qui s'appelle Python dans le labo de physico-chimie, PyFischem, donc vous avez le QR code ici. Et puis récemment, j'ai complété avec un projet PyFischem Tools. Alors c'est plutôt pour l'enseignement, mais je m'en sers aussi dans un contexte recherche. Bon, vous pourrez aller voir ce qu'il y a là-dedans. Alors, le contexte général. Donc, l'intelligence artificielle, vous trouverez plein de définitions, et l'une d'entre elles, qui vaut ce qu'elle vaut, c'est que c'est l'intelligence qui est manifestée par des machines, par opposition à l'intelligence humaine. Alors, l'intelligence naturelle, on va dire plutôt, qui est celle de l'espèce animale, et donc de nous, les êtres humains. Donc les objectifs de l'IA, c'est de résoudre des problèmes plus ou moins basiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les IA génératives, il peut y avoir des résolutions un peu plus avancées. Une représentation, ça s'appuie sur une représentation de la connaissance. Ça peut faire des choix, définir une hiérarchie d'événements, et donc du coup faire des choix par rapport à cette hiérarchie d'événements. On parle beaucoup en ce moment avec la guerre au Moyen-Orient, on parle beaucoup de l'IA qui prend des décisions létales ou pas. Voilà, donc c'est basé sur une hiérarchie d'événements et une classification qui est faite. Donc, toujours pareil, hein, quand l'être humain a inventé un truc, il faut qu'il s'en serve, et puis des fois, il s'en sert à mauvais escient. Bon, voilà, donc ça fait partie ça a toujours fait partie de la science. Le but, il y a aussi une partie apprentissage, c'est pour ça que plutôt que IA, moi je préfère parler d'apprentissage automatique, le machine learning. On sait aujourd'hui que c'est capable d'analyser le langage naturel, et non seulement ça sait analyser le langage naturel, mais aussi des langages un peu plus basiques, comme par exemple le langage chimique. Une molécule chimique, il y a une syntaxe, donc ça peut analyser, je veux dire, on peut utiliser des algorithmes faits normalement pour analyser le langage humain, pour analyser la syntaxe d'une molécule. Couplé à des senseurs, enfin des détecteurs, ça peut avoir une perception du monde et prendre des décisions aussi par rapport à la perception que ça a du monde. Alors une application par exemple, c'est des immeubles intelligents où il y a des capteurs un petit peu partout qui sont capables donc d'envoyer ça à une IA qui, elle, va pouvoir déterminer s'il y a des anomalies de fonctionnement dans le bâtiment, ou une fuite quelque part, ou un début d'anomalie. Couplé à des robots, ça peut manipuler des objets. C'est capable de simuler des sentiments humains. Alors là, je ne suis pas un spécialiste de ce genre de choses, mais je crois savoir que pour l'instant, c'est plus de la simulation que de l'ordre du vrai ressenti. Et puis, à long terme, je ne sais pas si on en est loin ou pas, quand on écoute Yann LeCun, là, qui a quitté Facebook il n'y a pas longtemps, il dit qu'on n'est pas tout à fait, c'est-à-dire la capacité de résoudre des problèmes arbitraires, y compris très complexes.
Et dans beaucoup de domaines, voilà, artificial intelligence, c'est en fait souvent le machine learning, c'est-à-dire l'apprentissage automatique avec des réseaux de neurones. Et ce que je vais vous montrer, c'est que le machine learning, ce n'est pas que les réseaux de neurones, il y a bien d'autres algorithmes plus simples. Alors tout ça, ça s'inscrit, donc il y a une technical note de Microsoft de 2009 qui avait identifié qu'on entrait dans le 4e paradigme de la recherche scientifique. Donc ça, c'est une diapo que j'ai piquée à l'excellente formation sur l'IA du CNRS, c'est la formation FIDEL. Donc le premier paradigme, alors vous avez une échelle de temps ici. Le premier paradigme, c'est la recherche expérimentale et la découverte expérimentale, la science expérimentale. Le deuxième, c'est lorsque les scientifiques ont été capables de mettre des équations pour interpréter les observations expérimentales et voire éventuellement les prédire. Le troisième paradigme, c'est l'arrivée de la science computationnelle, donc la capacité de résoudre les équations de façon numérique, que ce soit l'équation de Schrödinger, des équations de l'électromagnétisme, etc. Et le quatrième paradigme, il est là, c'est l'exploitation de données. Donc c'est une science gouvernée par les données. Et donc là, on peut se dire, bon là, on rentre dans une histoire de boîte noire. Alors les données, ça peut être aussi bien des données expérimentales, des données numériques, des données observationnelles. Et avec les IA génératives, vous voyez ce que peut représenter ça ici, c'est-à-dire des données textuelles correspondant à des échanges entre scientifiques ou autres. Donc des données textuelles qui peuvent alimenter des bases de données généralistes ou spécialisées. Alors, si on regarde la timeline des réseaux de neurones, moi je vous dis, je ne suis pas un spécialiste de ce genre de choses, mais généralement, on date le démarrage de l'aventure réseau de neurones, de la découverte et des applications à McCulloch et Pitts, donc 1943, qui ont été les premiers à dire que l'activité neuronale pouvait être modélisée mathématiquement. Donc ce sont les premiers qui ont modélisé, je vais essayer de ne pas faire de l'arsène, qui ont modélisé un neurone comme ceci, donc un neurone avec plusieurs entrées, une sommation ici de ces entrées d'une façon ou d'une autre, une fonction ici qui est capable de prendre une décision, ce que plus tard je vous appellerai une fonction d'activation, et en sortie, alors eux ils ont écrit, en sortie un résultat, décision positive ou négative. Donc ça c'est le premier modèle. Après on doit beaucoup au modèle du perceptron qui est à la base du deep learning, le modèle du perceptron de Rosenblatt. Donc il a un peu mieux formalisé cette notion de sommation en disant que là vous avez plusieurs neurones d'entrée qui sont liés à un neurone par un certain nombre de poids, W les weights, ce nombre de poids, et ensuite éventuellement ce neurone passe par une fonction d'activation type sigmoïde, cette forme-là pour rappeler qu'en bas c'est 0, en haut c'est 1, et donc on a une sortie ici qui est la décision du neurone. Alors les spécialistes de machine learning vous diront qu'il y a eu beaucoup de divers de l'intelligence artificielle, des périodes où l'intelligence artificielle donc est restée dans les limbes, et puis après c'est un peu, il y a eu une renaissance. Donc moi j'ai fait ma thèse, ça commence à dater, en 93, et déjà en 93, j'avais entendu parler pendant ma thèse des réseaux de neurones. Et il venait tout juste de sortir, presque tout juste, en tout cas, ça avait été repopularisé et retrouvé, la notion de rétropropagation. C'est-à-dire que nous-mêmes, quand on fait un apprentissage, on a besoin d'avoir un feedback. Donc soit c'est un prof, soit c'est un bouquin, aujourd'hui pourquoi pas une IA générative, qui va vous dire, ben oui, vous avez raison, vous avez compris, vous n'avez pas compris. Et la rétropropagation, c'est ça. C'est la boucle de rétroaction, on va dire en français. Et donc c'est le feedback pour savoir, donc le neurone, lorsqu'il apprend ici, le système neuronal, il a besoin d'avoir un retour pour savoir s'il apprend bien. Et éventuellement, qu'est-ce que c'est que l'apprentissage? C'est tout simplement, c'est un fit. C'est rien d'autre qu'un fit. C'est réussir à fitter les poids par rapport à un certain objectif ici. Réussir à fitter les poids pour que l'apprentissage donne la solution que l'on attend. Ce que je vous décris là, c'est de l'apprentissage supervisé. Et puis après, il y a eu des tas de développements avec des modèles neuronaux de plus en plus compliqués, avec les travaux de Hopfield, de Hinton, qui ont eu le prix Nobel de physique il y a 2-3 ans, c'est ça. Les réseaux récurrents pour tous les systèmes qui sont, pour tous les phénomènes dépendants du temps. Les réseaux récurrents qui ont souvent été, enfin
qui avait, comment dire, avant l'arrivée des IA génératives et de ce qu'on appelle les transformers sous-jacents, c'était les réseaux récurrents qui étaient à la base de toutes les prédictions. Par exemple, quand vous avez une phrase, que vous voulez terminer une phrase, c'est une suite temporelle et c'est des réseaux récurrents qui faisaient ça. Il y a les travaux de Yann LeCun en 90 qui a été les premiers à faire de la reconnaissance de caractères. Donc aujourd'hui, ce truc-là, c'est un TP de base aujourd'hui, quand on veut faire un peu ce qu'on appelle de réseau convolutif à 1 ou 2 dimensions. Et là, ce que vous voyez ici, c'est le réseau convolutif qui permet de faire ça. Vous avez une partie qu'on appelle convolutive, et puis cette partie-là qui est du deep learning. Donc ce sont des réseaux de neurones standards. Vous avez des connexions entre les neurones qui ne sont pas tout à fait les mêmes, et ça se lit toujours de la gauche vers la droite. À gauche, c'est les neurones d'entrée, et à droite, c'est le ou les neurones de sortie. Donc si on veut faire de la reconnaissance des caractères 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eh bien, on aurait 10 neurones de sortie, un neurone par chiffre. Voilà, donc là, il y a toute la biblio de ces années-là ici. La frise temporelle n'est pas finie. Donc je l'ai reprise ici à partir des travaux de Yann LeCun. Alors les réseaux récurrents, comme je vous ai dit, c'est des réseaux qui sont faits pour des suites temporelles. Le problème, c'est qu'ils ont une mémoire de poisson rouge. Donc ils ne sont pas capables de retenir des événements à long terme, ils retiennent que du court terme. Donc après, il y a eu des propositions comme les LSTM, Long Short Term Memory récurrent, Recurrent Neural Network, donc qui ont introduit une notion de mémoire à moyen terme. Et après, il y a eu les Generalized Adversarial Network, qui sont des trucs très rigolos, où vous avez deux réseaux de neurones qui entrent en compétition l'un avec l'autre, ils essaient de se corriger l'un l'autre. Et puis les transformers, ici, avec ce qu'on m'a expliqué, cet article-là qui est fondateur de Vaswani, qui s'appelle Attention is all you need, c'est ce qu'on appelle les mécanismes d'attention. Et ça, c'est allé très très vite, parce que vous voyez, c'est à la base des transformers, ça a été développé par Google. On peut aussi se dire que là, c'est des domaines où la recherche fondamentale est passée du domaine public, et là, c'est vraiment un opérateur privé qui a mené ces travaux extrêmement fondamentaux, et c'est allé très vite, puisque vous avez les transformers ici, vous avez le AlphaGo avec le département Google DeepMind qui s'est monté, AlphaGo, la première version en 2017, l'AlphaGo qui a pour objectif de déterminer la structure tertiaire d'une protéine, enfin AlphaGo, excusez-moi, c'est le jeu de Go, puis AlphaFold en 2020, ça c'est la structure tertiaire des protéines, avec des versions 2018, 2020, 2024, et le prix Nobel de chimie attribué à Google finalement pour ces travaux-là. Donc si vous voulez jouer avec AlphaFold, je vous ai mis le QR code là. J'ai mon collègue Franck Jolibois qui fait faire un petit sujet en quelques heures aux étudiants du Master Chimie Santé de l'Université de Toulouse. Voilà. C'est assez facile à utiliser. Enfin, moi, je ne m'en suis pas servi, mais c'est facile. Il m'a dit que c'était facile. Apprentissage automatique. Donc là, ça c'est un truc que vous trouverez un peu partout. Apprentissage automatique, vous avez 3 grandes catégories. Vous avez l'apprentissage non supervisé, c'est quand l'algorithme apprend à partir de données uniquement, de données non étiquetées. Après, vous avez des algorithmes supervisés qui sont capables d'apprendre à partir d'exemples, mais qui sont des exemples étiquetés. Je vais vous expliquer ce que c'est. Et ça, je ne vous en parlerai pas, c'est le renforcement. L'apprentissage par renforcement, c'est quand vous avez un algorithme qui a appris, qui de temps en temps commet des erreurs, et donc on essaie de l'améliorer en lui donnant à réexplorer les cas pour lesquels il se plante. Donc là, on lui renforce son apprentissage. Donc ça, c'est, je pense que peut-être que demain, vous en entendrez parler au cours sur les potentiels machine learning. Donc ça sert à quoi? Vous avez quelques applications ici, alors le non supervisé, la réduction de dimensionnalité. Ça typiquement, ce qu'on met maintenant là-dedans, c'est l'analyse en composantes principales. Alors ce n'est pas des réseaux de neurones, ce n'est pas du machine learning très sophistiqué, mais si on veut démarrer pour faire comprendre ce que c'est que le non supervisé, on va commencer avec de l'ACP, analyse en composantes principales. Donc ça permet de faire de la réduction de dimensionnalité et surtout du clustering. En chimie analytique en particulier, ça peut être intéressant. Le supervisé, ça permet de faire aussi bien de la classification que de la régression, et le renforcement,
Justement, le renforcement, quand on essaie de corriger l'erreur d'une IA, vous voyez que ça peut intervenir si l'IA est couplée à un robot, dans la navigation du robot ou la navigation autonome d'une voiture, en espérant que l'erreur corrigée, ce n'est pas d'avoir écrasé un piéton. Mais voilà. Donc là, il y a tout un tas de domaines d'application. Alors, le supervisé. Le supervisé, j'ai piqué ça sur le web, et je trouve que c'est pas mal. C'est le cas des chats et des chiens. Donc le supervisé, c'est vous avez une série d'images de chats et de chiens, mais qui sont étiquetées, c'est-à-dire que chaque image, il y a une étiquette disant c'est un chat, c'est un chien. Donc l'algorithme va d'abord faire un apprentissage et il va apprendre à reconnaître les chats et les chiens. D'accord? Donc il a un objectif en sortie, c'est de dire je reconnais un chat, je reconnais un chien. OK? Et donc lorsqu'il aura appris, c'est là, vous allez pouvoir lui donner des images de chats et de chiens qu'il n'a jamais vues. C'est ça le principe, sinon ça n'a pas d'intérêt, qui n'a jamais analysé, et il va les classer dans la catégorie. Alors là, en l'occurrence, j'ai mis que des chats, pardon. Donc si je lui montre des chiens, il va être capable de dire c'est des chats ou c'est pas des chats. D'accord? Et sinon, on aurait très bien pu lui dire si c'est pas des chats, c'est des chiens. Enfin bon, on fait ce qu'on veut. Donc ça, c'est de la classification. Donc du coup, vous voyez que ça permet de classer des items par catégorie. Mais ce même type d'algorithme, je vous montrerai comment, on peut aussi faire de la régression. Donc si au lieu d'images, on a des nombres, au lieu de faire de la prédiction, c'est un chat ou c'est pas un chat, on peut faire de la prédiction de nombres. Et là, ça devient de la régression. Donc, je ne sais pas, moi par exemple, le marché immobilier, vous trouverez des TP en ligne sur le marché immobilier à Los Angeles. Vous avez des tas de critères d'entrée et vous voulez prédire le prix de vente d'un appartement à Los Angeles en fonction du quartier, du taux de meurtre dans le quartier, des choses comme ça. Ben oui, vous trouverez ça sur le web. Si vous allez sur PyFischem, que je vous ai montré, c'est des applications à la chimie. C'est plus sympa. Le non supervisé. Donc, ça apprend qu'à partir de données. C'est-à-dire que vous ne fournissez que les données et vous laissez l'algorithme identifier s'il y a des patterns communs dans la base de données. Et du coup, la machine en cours d'apprentissage, donc vous montrez des images de chats et de chiens, et vous dites rien, vous montrez juste les images, et l'algorithme en cours d'apprentissage va identifier qu'il semble qu'il y ait deux espèces différentes. Et donc après, en cours, une fois que l'algorithme a appris, qui vous aura séparé, ou pas, parce que peut-être que ce n'est pas séparable, ce n'est pas toujours séparable. Donc s'il a identifié qu'il y a des patterns communs, il va les séparer. Et après, si vous lui donnez à manger des images de chats et de chiens, ça va vous dire, telle photo, ça ressemble au premier groupe, et telle photo va plutôt ressembler au deuxième groupe. Mais évidemment, ça ne va pas inventer que c'est des chats ou des chiens. Et ça permet de faire du clustering, donc ça permet d'identifier des similarités dans des groupes. Encore une fois, en chimie analytique, par exemple, ça peut être très utile. Vous avez des tas de paramètres chimiques et vous voulez voir si par hasard, il n'y a pas des patterns entre plusieurs échantillons. Donc ils pourraient éventuellement être regroupés par similarité. Et c'est aussi très utile pour détecter des anomalies. Alors en chimie physique, on voit qu'il y a vraiment un rôle transformateur dans la pratique. Moi je vois aussi au labo l'équipe de chimie expérimentale s'est totalement approprié ces outils. Donc on a une collaboration très forte avec l'équipe de chimie expérimentale qui fait de la synthèse et de la caractérisation de nanoparticules colloïdales. Donc on a une collaboration très forte. Donc, après, c'est un peu la tarte à la crème de ce que vous trouverez un peu partout. L'accélération dans la découverte de nouveaux matériaux, oui, c'est pas faux. Maintenant, après, c'est pas non plus, ça va pas inventer ex nihilo des matériaux totalement innovants. Il faut quand même des bonnes bases de données, c'est quand même la base. Mais effectivement, on peut explorer des paramètres de synthèse. On a entendu parler de bayésien hier ou avant-hier, hier. On a entendu parler de bayésien, donc effectivement, ça peut permettre, c'est aussi des techniques de machine learning qui peuvent permettre d'améliorer un petit peu tout ce qui est essai-erreur. Donc après, qu'est-ce qu'on peut faire? Le design de nouveaux catalyseurs, le design inversé de matériaux. Si vous avez beaucoup de données, vous pouvez effectivement tenter de générer des molécules pour lesquelles on va prédire une propriété sur mesure. Moi, je travaille par exemple sur des liquides ioniques pour la
la solubilité du dioxyde de carbone. Donc on peut, par un algorithme génératif, dire fais-moi des propositions de structures de liquide ionique qui permettent d'avoir, sous une pression de 50 bars de CO2 et à température ambiante, une solubilité supérieure à 0,7 par exemple. Ça, c'est des choses qui peuvent se faire. L'explicabilité, ça c'est un domaine très très intéressant, une application très intéressante pour comprendre des mécanismes et des facteurs quand vous avez quelque chose qui est multifactoriel, parce que l'IA c'est ça qui est bien. Si vous avez une relation linéaire ou même polynomiale entre une propriété observée et puis une caractéristique, ce n'est pas la peine d'utiliser de l'IA. Ce serait utiliser un marteau pour enfoncer une punaise dans un mur de plâtre. Donc ça ne sert à rien. Mais si vous avez quelque chose qui est multiparamétrique et qu'il n'y a pas des lois physiques ou chimiques très très claires, alors éventuellement, là, ça peut être intéressant, et en particulier si vous couplez, si vous rajoutez à votre algorithme une partie explicabilité. Puis après, il y a la modélisation avancée. Donc ça, Julien Lam demain vous en parlera. C'est des alternatives aux calculs ab initio, DFT ou WFT. Le design d'expérience, donc là c'est en relation aussi avec le bayésien. Et puis de l'exploration de données. Souvent dans nos labos, ou même nous les théoriciens, on a des tas de données accumulées par des années et des années de recherche dans un domaine ou dans des domaines connexes. Et ces données, elles sont dispersées et en fait c'est souvent une mine d'or et on peut essayer de faire parler les données et se rendre compte qu'il y a des corrélations sous-jacentes, même si elles ne sont pas évidentes pour nous à analyser au premier coup d'œil. Si on parle de conception de molécules aux propriétés sur mesure, c'est un gros enjeu, de la même façon que le repliement des protéines par AlphaFold, c'est un gros enjeu aussi, parce que l'espace chimique, il est extrêmement vaste, 10 puissance n avec n très très élevé, donc on dit à peu près 10 puissance 60 molécules candidates pour être des médicaments. De façon sous-jacente, il y a un paysage d'énergie potentielle qui est extrêmement vaste, donc l'espace de recherche c'est pour essentiel une terre inconnue. Et donc là, le fantasme ultime, c'est d'être capable d'avoir une IA qui sera capable d'explorer cette terre inconnue à notre place, à la place de notre intuition physico-chimique. Alors, on n'y est pas dans le cas le plus général, mais c'est vrai que sur des domaines un peu particuliers, oui, ça, on y est en revanche tout à fait. D'autant que moi je viens du domaine de la chimie quantique en particulier et ce sont des méthodes qui sont certes le plus souvent précises, voire très précises, proches de la précision chimique, donc en termes d'énergie c'est 1 kcal par mol par exemple, mais c'est très lent et ça coûte très cher en termes de simulation numérique. Donc ce qui fait que la plupart de l'espace chimique il est inexploré, que ce soit par des méthodes expérimentales ou théoriques. Donc l'idée, c'est d'exploiter, pour la science des données au général, c'est d'exploiter des données déjà disponibles, soit expérimentales, soit pourquoi pas des données numériques, dans des domaines plus ou moins larges. C'est d'entraîner des modèles en utilisant des algorithmes donc, de type machine learning, et c'est d'utiliser des outils d'explicabilité pour ouvrir la boîte noire et comprendre sur quelle base sont faites les prédictions. Donc comme je l'ai dit, ce développement, quand vous voulez faire des outils maison, puisque c'est ça que je vais vous montrer, eh vous pouvez faire ça avec R, avec MATLAB, avec Mathematica, et sinon avec l'environnement Python. Et l'écosystème Python, il est assez exceptionnel pour ça. Donc là, je vous ai mis quelques noms de bibliothèques. Alors pour certains d'entre vous, vous les connaissez déjà, mais peut-être pas toutes. Donc quelques noms de bibliothèques, Matplotlib, si vous faites des dessins, des graphiques 2D, 3D, vous connaissez, Plotly aussi. Ce qui est essentiel pour traiter les données, c'est Pandas. Donc ça permet de traiter des tableaux de données. Ça peut lire des fichiers Excel, LibreOffice, des fichiers CSV, voilà. Ça sait lire des tableaux entiers de données et rapidement faire des opérations sur ces tableaux. Donc ça, c'est une bibliothèque incontournable en sciences des données. Machine learning, vous avez les outils de l'INRIA, vous avez scikit-learn qui connaît des tas d'algorithmes non neuronaux.
les supports vector regression, les arbres de décision, etc. Vous avez scikit-learn. Keras et TensorFlow qui sont issus des travaux de Google, alors qui ne sont pas en arrêt de développement, mais enfin en tout cas qui ont beaucoup moins le vent en poupe aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, où est-ce que je l'ai? Il est là. La bibliothèque qui est la plus utilisée par les gens qui mettent vraiment les mains dans le cambouis, c'est PyTorch. Donc ça, c'est issu des travaux de Facebook et de Yann LeCun en particulier. Bon, moi, je suis resté à Keras et TensorFlow. J'ai déjà eu du mal à apprendre. J'ai une doctorante, Sarah Mokhtari, qui se moque de moi en me disant que je ne suis pas capable de m'adapter. Bon, on fait déjà des trucs très sympas avec ça. SHAP, je vous en parlerai, c'est la méthode d'explicabilité qui est souvent utilisée. Je vous dirai d'où ça vient. Et puis après, vous avez dans l'écosystème des tas d'outils qui connaissent la chimie. Alors j'en ai mis que quelques-uns. RDKit qui connaît super bien la chimie orga. ChemReps, nous on s'en est servi pour calculer les descripteurs 3D. PyMagen, si vous vous intéressez aux matériaux, ça c'est le projet des gens qui font des calculs DFT sur des matériaux. Ça c'est une bibliothèque qu'on développe dans l'équipe. Il y a des bibliothèques qui sont capables de prédire des... Alors en étant nano, je vous en parlerai plus tard, des bibliothèques qui sont capables de prédire des spectres SAX, WAX, c'est de ByCalculator, PySax, etc. Des bibliothèques capables de faire de la simulation, par exemple, d'images TEM ou HRTEM. Donc on se sert aussi de ça dans l'équipe. Donc il y a un écosystème extrêmement large. Donc bon, ça je vais zapper. Vous avez des tas, pour ceux qui ne connaissent pas, de toute façon aujourd'hui il y a les outils d'IA générative qui connaissent aussi tous ces algorithmes et toutes ces bibliothèques. Donc il y a la formation des CNRS dont je vous ai parlé, scikit-learn qui connaît tout un tas d'algos non neuronaux. Vous avez des tas de bouquins, en particulier celui de François Chollet qui est très bien, qui a bossé chez Google. Donc voilà, donc vous avez des tas de supports aujourd'hui pour vous former. Et ensuite, il vous faut un environnement Python. Alors l'environnement, vous en avez un qui s'appelle Anaconda, alors qui est très lourd à installer. Moi, je vous encourage plutôt, si vous voulez installer un environnement sur votre machine, à faire du Miniconda. C'est Anaconda, mais sans tout l'environnement graphique qui est très très lourd. Et sur le site PyFischem, j'ai fait un tuto pour installer Miniconda plutôt qu'Anaconda sous Windows et Linux. Alors sur Mac, non, mais sur Mac, je pense que c'est à peu près pareil que sous Linux, c'est un peu de choses près. Donc voilà. Et après, pour ceux qui vont faire le TP avec moi, vous allez travailler sur des notebooks Jupyter. Donc ça, c'est assez sympa pour les aspects pédagogiques et même pour moi et mes doctorants, on se sert de ça au quotidien pour développer nos outils. Alors on se sert de ça ou de VS Code. Alors donc Sarah Mokhtari, je la cite encore, qui fait sa thèse avec moi. Elle préfère VS Code, qui est effectivement beaucoup plus puissant, qui est l'outil de Microsoft, en fait, dérivé des travaux de Microsoft. Bref, vous pouvez créer ce qu'on appelle des notebooks, où vous pouvez mélanger du code Python, de l'intégration de textes, de figures, etc. C'est des choses assez sympas. Et sur le plan pédagogique, ça permet de faire des environnements d'enseignement qui sont assez sympas aussi. Donc ça, je passe. Alors il y a un truc que je vais vous faire réaliser, c'est que donc on n'est pas forcément obligé d'être spécialiste d'algorithmique super fine pour faire ce type d'application, parce que beaucoup de ces bibliothèques Python en fait vous fournissent des interfaces de programmation avancées. Donc ce qu'on appelle des API. Et donc si on veut un peu comprendre ce que c'est qu'une API, en fait l'idée, pour simplifier, c'est que vous n'êtes pas obligé de réinventer la roue. Il y a des tas de gens dans des domaines, des gens très brillants qui ont fait l'effort de mettre des bibliothèques à disposition et donc de mettre à disposition leur savoir-faire et la façon dont ils ont transformé leur savoir-faire sous forme d'applications Python avancées. Donc c'est un peu l'exemple qu'on trouve souvent, c'est celui-là. C'est un peu comme si vous allez au resto, enfin là, vous aimez bien manger, d'accord, mais vous êtes nul en cuisine. Bon. Vous voulez inviter vos amis à faire un bon repas,
d'accord, et vous savez que ce n'est pas vous qui allez pouvoir cuisiner le bon repas. Est-ce que c'est gravissime? Alors, ça va vous coûter un peu plus cher peut-être, mais vous pouvez inviter vos amis au restaurant. Donc, c'est quoi l'API? L'API, c'est finalement... donc, qu'est-ce que vous devez être capable de faire? Vous devez être capable, pour accompagner vos amis à faire le meilleur choix, vous devez être capable de lire un menu et de comprendre la plupart des termes du menu. D'accord? Donc, vous ne connaissez pas forcément les recettes qu'il y a derrière. Vous ne seriez pas capable de les mettre en œuvre pour que ça ait bon goût, mais vous savez lire un menu et après, vous savez passer un ordre au serveur, au maître d'hôtel, pour commander le menu. Et c'est ça l'API. C'est la capacité de commander. Et derrière, vous avez un chef qui, lui, a un savoir-faire très avancé que vous n'aurez jamais, d'accord? Parce que vous ne pouvez pas être spécialiste comme lui. Et le chef va traduire votre commande. Et après, vous avez le plat appétissant qui revient. Et c'est ça le principe de l'API. Et quand je dis ne pas réinventer la roue, c'est ça le principe. Donc du coup, en plus en général, il y a plusieurs personnes qui développent ces trucs-là. Donc ce sont des ressources qui sont fiables, qui sont corrigées. Les fonctionnalités sont testées par une communauté plus ou moins large. Ça vous permet, alors si c'est une API, parfois ça peut être une API, ça peut être se connecter à une base de données, donc par exemple la base de données PubChem, d'accord? Ou sinon c'est quelque chose qui sait faire une résolution scientifique, par exemple résoudre des équadifs. Résoudre des équadifs du deuxième ordre à second membre constant, des choses comme ça, et qui sait faire ça, ou des équadifs couplés, ce qui est encore plus compliqué. Enfin, en cinétique par exemple, vous avez des réactions parallèles, c'est des équadifs couplés, vous faites de la microcinétique, vous avez une collection d'équadifs couplés, vous avez des API qui savent faire ça. Après, l'API, il faut qu'il y ait des communications qui soient un peu standardisées. Il faut de l'interopérabilité, donc ça, parce que les codes sous-jacents, des fois, on croit qu'on fait du Python, mais ça appelle des programmes compilés en C ou en C++. Et du coup, il faut voir ça un peu comme des briques de Lego. Vous pouvez, exploiter ces API et assembler ces briques de Lego, c'est comme des macro-commandes, pour fabriquer vos outils à vous, qui vont vous permettre de faire des applications dans le domaine qui vous intéresse. Et puis aujourd'hui, il y a les IA génératives qui permettent de développer des codes Python ou autre langage, si vous voulez, mais en particulier, ça connaît bien le Python et ça connaît aussi bien des applications simples en Python que des développements. Ça peut permettre des développements assez sophistiqués. Et moi, aujourd'hui, j'utilise ça et c'est comme si j'avais un service informatique à ma disposition qui sait faire des choses que moi, je ne sais pas faire. Et donc, ça m'a permis, par exemple, de fabriquer une bibliothèque Python que n'importe qui peut installer en faisant pip install le nom de la bibliothèque Python. Ça m'aurait pris, je pense, des semaines et des semaines avant pour trouver comment il fallait faire. Et aujourd'hui, les IA génératives vous permettent de faire ça. Donc, grâce à ça, si vous avez une idée un peu que vous voulez prototyper, alors je ne fais pas forcément, je ne veux pas vendre les IA génératives, mais je sais quel est l'impact carbone de ces trucs-là, donc il faut y réfléchir à deux fois. Mais si on fait abstraction de l'impact carbone sous-jacent, qui est assez énorme, ça permet de faire un prototypage rapide d'une idée qu'on peut avoir. C'est aussi une assistance pour développer du code, y compris compliqué. Ça permet très rapidement d'automatiser l'écriture d'une documentation et de mettre des commentaires dans un code. Donc on a fait un code, on le donne on dit tu comprends ce que j'ai fait là? Oui, tiens, écris-moi les commentaires, clac, clac, clac. C'est fait. Ça aide au debugging. Alors c'est vrai qu'on peut passer du temps à débugger soi-même, mais des fois quand en fin de journée on a un bug et qu'on n'a pas trouvé, lui il trouve en une seconde. L'IA générative trouve en une seconde, c'est un peu agaçant. Bon voilà. Et surtout ça permet des fois de faire un couplage avec d'autres champs scientifiques. Donc si vous posez les bonnes questions, le bon prompt, ça peut vous dire, ah ben tiens, les mathématiciens, ils font ce genre de choses, ils utilisent tel type de technique. Ça me rappelle un truc que j'ai vu en biologie ils font ça, ils font ça. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant parce que ça permet assez rapidement de créer des passerelles avec des domaines qu'on ne connaît pas forcément. Mais évidemment, on le sait, si vous faites trop confiance, vous allez perdre votre savoir-faire. En plus, souvent, c'est des trucs qui peuvent halluciner. Et quand ça hallucine, ça peut halluciner très fort et en boucle. Donc des fois, ça n'en sort pas. Il ne faut pas trop faire confiance dans les outputs d'une IA générative. Il faut toujours garder son esprit critique.
Si c'est du code, il faut savoir lire le code qui est fourni, parce que des fois, ça peut faire le contraire de ce qu'on demande. Il faut quand même aussi faire très attention aux problématiques d'éthique. Donc, si vous alimentez des IA génératives avec un projet que vous voulez développer qui est un projet totalement innovant, faites gaffe parce qu'on ne sait pas trop ce que ça devient après. On nous assure que ça reste confidentiel, mais peut-être pas. D'accord, il y a quand même des problématiques de confidentialité d'idées ou de données. Si vous êtes sur un projet qui potentiellement peut être breveté, n'allez pas jeter au cas de vent d'une IA générative les idées potentielles du brevet. D'accord, il faut faire attention avec ça. Si vous travaillez à la frontière entre, par exemple, chimie et, et médecine, ou physique et médecine, et si vous avez accès à des données confidentielles de patients, ben, n'allez pas dilapider les données des patients et les mettre sur une IA générative avec le nom du patient et tout ce qui permet de l'identifier, parce que voilà, là vous avez une problématique d'éthique et de confidentialité de données donc, que vous violez. N'oubliez pas l'environnement, l'impact environnemental de ces outils, qui est pour l'instant assez considérable. Et puis, si vous faites trop confiance aux IA génératives, vous allez perdre vos propres compétences, alors en développement ou en réflexion scientifique. Donc faites attention à ça. Mais c'est vrai que quand on sait bien parler à ces outils-là, et si on n'exagère pas, ça permet d'accélérer la découverte scientifique. Alors, un workflow typique. Un workflow typique, ben vous avez des échantillons qui sont décrits par un certain nombre de propriétés, ce qu'on va appeler des descripteurs ou des features, des caractéristiques. Donc, ces descripteurs, j'en ai mis plein, donc moi je suis plutôt chimiste théoricien. Donc moi j'aime bien les règles des comptes électroniques. L'autre jour j'ai posé une question sur Diels-Alder et les règles de Woodward-Hoffmann. Donc les règles des comptes électroniques, je ne sais pas, l'aromaticité, ça peut être un critère. Un écart homo-lumo, ça c'est la dureté chimique, en relation avec la théorie des acides durs et mous de Pearson par exemple. En matériaux ou nanomatériaux, le centre de la bande D, ça peut présenter un intérêt comme descripteur. L'énergie de Fermi, l'écart homo-lumo ou l'écart entre bande de valence et bande de conduction, si je suis en matériaux, des paramètres structuro-caractéristiques, des charges atomiques, de la densité électronique, des énergies de dissociation de liaison, des spectres expérimentaux, je ne sais pas, RMN, infrarouge, qu'on peut rentrer in extenso ou après les avoir un peu retravaillés, des courbes cinétiques, ça peut être intéressant, des courbes cinétiques avec... si je pense à de la catalyse en particulier, des courbes donc de TOF au cours du temps, donc de conversion, je vais chercher le mot, de pourcentage de conversion au cours du temps, et avec de la sélectivité, l'évolution de la sélectivité au cours du temps, mais ça peut rentrer en input d'un algorithme de machine learning. De la conductivité, des capacités calorifiques, de résistivité, ductilité, ça c'est des trucs plus matériaux. Et donc tout ça, il faut le convertir en tableau à une dimension. Même une image, la reconnaissance du chat et du chien, à l'arrivée, l'image elle est convertie en tableau à une dimension. Donc il y a des notions derrière de tenseur, TensorFlow, parce que derrière il y a des tenseurs au niveau mathématique, mais quelque part c'est reconverti en tableau à une dimension. Et puis vous avez un algorithme machine learning, vous en choisissez un approprié ou vous en testez plusieurs. Et puis vous avez une sortie, et la sortie, ça peut être aussi un tableau à une dimension. Ce n'est pas forcément un neurone ou une sortie, je vous dis, il n'y a pas que des neurones, ça peut être plusieurs sorties. Et là, on peut faire de la régression ou de la classification. Donc la stratégie, déjà, c'est les données. Il faut les collecter, donc combien on peut en avoir, etc. Données expérimentales d'observation, des photos, données numériques, quelques données textuelles, pourquoi pas des équations mathématiques. Là, je pense en particulier aux physics informed de neural network, des données chimiques, alors vraiment structurales, 2D ou 3D, des données spectroscopiques. Bon, voilà. Donc après, il faut collecter les données. Et ça, c'est la partie. Après, il faut analyser et formater les données. Il faut éventuellement identifier s'il y a des intrus, des erreurs. Il faut faire un travail de curation des données, on appelle ça. Et ça, c'est la partie qui prend le plus de temps, en vérité. Et après, on choisit un modèle, on l'entraîne, on l'optimise. Donc là, il faut choisir un algorithme. Et ça, ce n'est pas forcément le plus compliqué, cette partie-là. Ce n'est pas le plus chronophage.
Et puis enfin, il faut valider le modèle, sa performance. Et donc pour ça, on lui soumet des données qui n'ont pas fait partie de son apprentissage. Et on regarde quelle est sa performance sur les données qu'il ne connaît pas, mais pour lesquelles vous connaissez la réponse. C'est comme quand on interroge nos étudiants. D'accord? On garde des exercices pour nous qu'on pose après à l'examen. Là, c'est pareil. Et puis éventuellement, moi je préconise d'appliquer des outils d'explicabilité pour essayer d'analyser pourquoi un modèle a pris une décision ou fait une prédiction. Savoir qu'est-ce qu'il a appris exactement. Donc le workflow, il est résumé ici, donc une partie pour l'instant est masquée. Donc vous avez la première partie, c'est la première partie ici, c'est trouver des données brutes et les retravailler un peu et faire de l'ingénierie des données avant de nourrir un algorithme d'apprentissage. Donc il y a une partie ingénierie. Donc il va falloir transformer les données dans un format qui est compréhensible par l'algorithme, parce que tout doit être numérique à la fin. Il faut transformer ça par des nombres. Dans le cas moléculaire, il va falloir convertir une structure moléculaire en descripteur. Alors là, j'ai pris un exemple où la molécule est convertie en tableau de bits avec des 0 et des 1. Je vous expliquerai comment on fait ça. Ça peut être intéressant aussi dans cette partie-là de faire un peu d'analyse exploratoire des données. C'est ce que je vais vous proposer pour le TP. Un peu d'analyse exploratoire pour regarder déjà s'il y a des corrélations, des choses qui se présentent, quelle est la dispersion des données. Donc là, par exemple, c'est la base de données sur laquelle on va travailler, la base de données de vins portugais. Et donc il y a des vins qui ont été plus ou moins bien notés, dont la qualité a été notée par un panel humain. Et là, c'est le taux de dioxyde de soufre ici, dans toutes les données. Donc est-ce qu'il y a une corrélation entre, là c'est pour voir un petit peu quelle est la dispersion du taux de dioxyde de soufre par rapport à la note qui a été donnée en moyenne par les dégustateurs de vin. Est-ce que déjà on peut voir des trucs bon. Donc des fois ça peut être intéressant, déjà de faire ça. Ensuite, si je reprends l'exemple sur lequel on travaille dans l'équipe, c'est la solubilité de CO2 dans des liquides ioniques. Donc la solubilité, c'est quoi les descripteurs d'entrée? C'est la façon dont on a codé les molécules, et on a codé les molécules avec des tableaux qui contiennent des 0 et des 1. Et puis après, il y a la température et la pression, à laquelle a été déterminée la solubilité expérimentale. Donc c'est des nombres qui ne sont pas entre 0 et 1, c'est 2 ordres de grandeur, 1 à 2 ordres de grandeur supplémentaires. Donc n'oubliez jamais que tous ces algorithmes, c'est des algorithmes numériques. Donc si vous mettez en input des 0 et des 1, et puis à côté des données qui varient entre 0 et 10 ou 100 pour la pression, et puis la température jusqu'à 1000 Kelvin, eh bien l'algorithme, il va voir la température et la pression, et il ne va pas voir les paramètres qui définissent les molécules chimiques. D'accord? Donc vous avez une partie qui consiste à faire ce qu'on appelle de la standardisation. Donc vous avez dans scikit-learn, par exemple, des outils automatiques de standardisation. Donc là, c'est la standardisation, j'ai pris un truc arbitraire. Hein. J'ai pris une distribution gaussienne de valeurs comprise entre 0 et 120. Donc ça, c'est avant la standardisation. Donc la moyenne est à 100. D'accord? Et après la standardisation, vous avez exactement la même distribution. Graphiquement, c'est pareil. Mais la moyenne est à 0 et l'écart type est à 1. Voilà, donc ça, c'est des techniques usuelles. Et du coup, on applique ça à tous les descripteurs, ce qui fait qu'il n'y en a aucun qui, d'un point de vue numérique, va émerger par rapport aux autres. Donc ça permet de démocratiser tous les descripteurs. Donc dès le départ, tout le monde est soumis. Enfin, tout le monde peut avoir à peu près la même influence. Voilà, donc ça fait partie des techniques aussi en input, avant même de faire l'apprentissage d'un algorithme. Après, si on fait de l'apprentissage supervisé, mais aussi d'ailleurs du non supervisé, généralement on applique ce qu'on appelle la méthode holdout. Donc on a des données qui sont étiquetées ou pas étiquetées. On a des données et on en garde 80% on en utilise 80% pour l'entraînement et on en garde 20% pour le test. Donc 20% pour le test, et donc quand l'algorithme a appris, on lui demande quelle réponse il fournit pour les 20% qu'on a gardés pour nous, et on regarde s'il donne la bonne réponse. Et s'il a donné la bonne réponse, c'est qu'on peut être assez satisfait de l'apprentissage du modèle. En revanche, s'il donne une mauvaise réponse, c'est que soit il ne s'est pas bien entraîné,
Enfin, le plus souvent, c'est qu'il a été mal entraîné. Comment on fait pour juger de la qualité? Ben, on a des métriques, hein. Ce qu'on appelle aussi des fois les loss functions, les fonctions coûts. C'est des métriques. Donc, par exemple, il y a l'erreur moyenne, dont la formule est toute simple, hein, bien connue. L'erreur quadratique moyenne, éventuellement. Donc voilà, donc il y a des métriques, donc on utilise ces métriques-là pour juger de la qualité du modèle, aussi bien pour l'ensemble d'entraînement que pour l'ensemble de tests. Si on veut appliquer des réseaux de neurones, donc ça c'est la zoologie de tout un tas de réseaux de neurones qu'on peut trouver dans la littérature, des plus simples jusqu'aux plus compliqués. Donc voilà, donc c'est juste pour vous. Moi personnellement, j'ai quelques compétences sur 1 ou 2 réseaux de neurones ici, enfin 3 ou 4. Mais les plus avancés, comme les transformeurs à base du mécanisme d'attention, c'est des choses que je connais mal. Voilà, donc ça c'est des choses qui sont des applications beaucoup plus avancées, des architectures de réseaux plus avancées. Mais sans aller jusqu'au transformer, on peut déjà faire des applications assez sympas. Mais il y a plein d'algorithmes qui sont des algorithmes sans le moindre neurone. Alors, on pourrait mettre déjà la régression linéaire. Après tout, c'est un algorithme de prédiction comme un autre. Mais sinon, il y a les méthodes dites à base de kernel. Donc ça utilise une petite astuce mathématique pour essayer de détecter des patterns non linéaires, donc des corrélations non linéaires. Ça marche pas mal pour des petites bases de données de quelques dizaines d'une dimension de quelques dizaines d'échantillons seulement. Par contre, si vous avez des très grosses bases de données, c'est pas du tout efficace. Mais ça marche assez bien pour faire de la séparation dans l'espace des phases, on va dire, de façon générale, pour faire de la séparation entre des échantillons. Et ça marche aussi pour faire de la régression. Donc typiquement, c'est ce qu'on appelle les support vector machines ou les support vector regression pour la partie qui fait de la régression. Donc ça, c'est dans scikit-learn. Dans scikit-learn aussi, vous avez les arbres de décision. Donc ça, c'est pas mal. Moi, j'ai donné un projet à des étudiants. J'avais un groupe d'étudiantes là en L2 qui était vraiment très très bonne. Je les aurais fait travailler sur une base de données de molécules qui passent la barrière hémato-encéphalique. Et bref, elles ont retrouvé les critères de Lipinski à peu près, avec les arbres de décision et la base de données. Elles ont retrouvé les critères de Lipinski alors c'est pas pour la barrière hémato-encéphalique, mais en tout cas, elles ont retrouvé les critères de Lipinski pour les molécules qui effectivement ont des caractéristiques plutôt de médicaments. Et c'est pas mal du tout. Ça permet déjà de faire des choses sympas. Après, il y a l'extension qu'on appelle les random forests. C'est-à-dire c'est une collection d'arbres de décision, parce que soit un arbre de décision tout seul prend parfois des décisions qui sont un peu instables. Donc il y a des gestions automatiques de forêts d'arbres de décision. Et après, l'algorithme fait la moyenne de toutes les décisions qui ont été prises. Et puis, il y a les réseaux de neurones. Voilà. Donc là, les bibliothèques, quand on fait du Python, c'est Keras, TensorFlow, PyTorch, en général. Puis après, il y a les méthodes de type bagging. Je les mentionne parce que nous, on s'en est servi et que ça peut être sympa aussi. Ça peut donner des... C'est un peu moins standard, mais c'est-à-dire faire du SVR bagging. C'est-à-dire que ça généralise, que je vous ai parlé des random forests, des forêts d'arbres de décision, et ça permet finalement de faire une sorte d'agrégation de résultats prédits par un ensemble d'algorithmes identiques. Donc on peut faire du SVR bagging, par exemple, qui est censé être un peu plus précis que faire juste un modèle SVR. Bref. Donc là, j'en suis où? J'ai des données, je les ai numérisées, j'ai appliqué une standardisation, j'ai choisi un algorithme, j'ai de façon aléatoire séparé mon ensemble d'entraînement j'ai séparé mes données entre 80% et 20% typiquement, entre un ensemble d'entraînement et un ensemble de tests. J'ai choisi un algorithme et donc maintenant je suis dans la phase où je dois l'entraîner, l'évaluer et éventuellement optimiser ses hyperparamètres. Alors les hyperparamètres, c'est quoi? Si on a un arbre de décision, si on a un arbre, vous avez un tronc et vous avez des branches et des sous-branches, etc. Donc par exemple pour l'arbre de décision, ça veut dire
mais combien est-ce qu'on met de branches et de sous-branches, à quel niveau on va. Si c'est des réseaux de neurones, les réseaux de neurones, j'ai une couche d'entrée, une couche de sortie, et j'ai une ou plusieurs couches intermédiaires. Donc les hyperparamètres, ça va être choisir combien on met de couches intermédiaires, et par couche intermédiaire, combien on met de neurones. Ça fait partie aussi de la... Donc ça, c'est de l'ingénierie. Alors il y a des outils pour essayer d'optimiser ça de façon semi-automatique, mais ça fait partie donc de la mise au point du fit. Donc si je veux être un peu péjoratif, tous ces outils-là, c'est jamais que faire du fit. Donc c'est la mise au point du fit. Donc si on fait de l'apprentissage supervisé, ici, l'entraînement va consister à demander à l'algorithme de s'optimiser pour faire le lien entre les descripteurs d'entrée et une ou plusieurs caractéristiques de sortie. Donc si je reprends mon histoire de solubilité de liquide ionique, l'entrée, ça va être la température et la pression à laquelle ont été déterminées expérimentalement les mesures de solubilité. C'est la nature du cation et de l'anion, codée d'une façon appropriée. Et la sortie, l'objectif, la target, ce que je veux fitter, c'est la solubilité, pour chacune de ces conditions et de ces couples de cation-anion. Et souvent, vous verrez que dans la littérature, la prédiction, on lui met un petit chapeau. Donc on voit un petit chapeau, c'est pas la valeur expérimentale entre guillemets, c'est la valeur prédite. Ce fit-là, alors si je regarde un fit par moindre carré, par exemple, un fit linéaire par moindre carré, c'est une résolution analytique. Derrière, il y a une machinerie matricielle de calcul de valeurs propres, d'inversion de matrices, etc. Et sinon, le plus souvent, c'est itératif. C'est itératif. Ce n'est pas forcément analytique, et c'est itératif. L'évaluation du modèle. Alors, si on fait de la régression, souvent, vous verrez des trucs comme ça. Ça, c'est une façon de caractériser la qualité du modèle en régression. Donc, regardons ici à droite. Regardez pas à gauche, regardez à droite, regardez là. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un modèle. Alors d'abord, il y a deux couleurs. Pourquoi? Alors, attendez. Voilà. Les points bleus, c'est les points qui ont servi de base à l'entraînement du modèle. OK? Donc, ce qu'on s'attend, ce qu'on reporte ici, c'est la valeur prédite en fonction de la valeur mesurée, la valeur réelle. Donc, si les points bleus ils sont à peu près autour de la diagonale, c'est que l'algorithme a bien appris sa leçon. Il a bien appris sa leçon sur les exemples qu'on lui a montrés. Mais est-ce qu'il est capable de généraliser à des exemples qu'il n'a jamais vus? Et ça, c'est les points orange. Donc, les points orange, c'est l'algorithme qui a été entraîné sur les points bleus. On l'applique aux données pour lesquelles il n'a pas été optimisé. Et on voit ici que c'est tout à fait raisonnable. Les points orange, eux aussi, se répartissent raisonnablement autour de la diagonale. Donc ça, c'est un modèle dont on peut penser qu'il a bien appris sa leçon et qu'il est raisonnablement capable de généraliser. Ici, vous avez un modèle qui est un modèle qu'on appelle qui a fait de l'overfitting, il a fait du surapprentissage. Lui, il a trop bien appris sa leçon, mais il avait la tête dans le guidon, il n'a pas été capable de généraliser. Donc on lui donne les points en orange, là, les valeurs en orange, qui est des trucs qu'il n'a jamais vus, il n'est pas capable de faire des prédictions. Donc il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Donc ça, c'est de l'overfitting. Il est hyper spécialisé pour ce qu'il a appris, mais il n'est pas capable de généraliser. Et là, vous avez le contraire, vous avez de l'underfitting, donc tout à fait à gauche, donc du sous-apprentissage, où là, que ce soit sur l'ensemble d'entraînement ou l'ensemble de tests, vous voyez que les points ne sont pas répartis autour de la diagonale, donc il n'a pas compris sa leçon, et donc il n'y a pas de miracle, il n'est pas capable de généraliser à des cas nouveaux. Donc ça, si on fait de la régression, c'est typiquement le genre de choses qu'il faut tracer, en plus du calcul des métriques comme l'erreur moyenne, les curves quadratiques moyennes, etc. Et si on n'a pas ce comportement-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas forcément perdu. Soit il faut adapter les hyperparamètres du modèle. Donc par exemple, si on est à surapprentissage, peut-être qu'on a mis beaucoup trop de neurones, si c'est un réseau de neurones. On a mis 1000 neurones dans la couche intermédiaire, alors que peut-être qu'une dizaine suffisait. D'accord? Donc il faut adapter les hyperparamètres du modèle. Et sinon, c'est peut-être le modèle en tant que tel qui n'est pas bon. C'est-à-dire que j'ai utilisé par exemple un arbre de décision, mais la problématique est beaucoup trop complexe pour l'arbre de décision. Et même si je modifie ces hyperparamètres à lui, il n'y arrivera jamais. Donc il faut changer de modèle, d'algorithme.
Si c'est de la régression, de la classification, vous avez, si vous avez déjà vu des articles, vous avez sûrement des trucs comme ça. Donc ça, c'est une heatmap. Donc est-ce que ici, c'est une façon, enfin, c'est une matrice de confusion représentée là-bas sous forme de heatmap. Donc quand on fait de la classification, on trace des matrices de confusion. Alors si j'ai que chat et chien ou blanc et noir, je vais avoir un tableau 2 par 2. D'accord. Donc là aussi, c'est la valeur, par exemple ici, qu'est-ce que j'ai fait? C'est la valeur réelle, et ici en abscisse, c'est la valeur prédite, enfin le type prédit, donc ça me prédit que c'est un chat ou un chien. Et donc en fait ici, si ça prédit comme il faut, on a les vrais positifs ou les vrais négatifs, hein, ça fait référence au test biologique. Hein. Vous faites un test pour savoir si vous êtes vecteur du virus machin, d'accord, donc si ça vous dit oui, ben c'est un vrai positif. Si ça vous dit non, vous n'êtes pas porteur du virus, c'est un vrai négatif. Et puis des fois, le test biologique, il commet une erreur. Et vous avez la notion de faux positif et faux négatif. D'accord, ben c'est exactement pareil. Et c'est généralisable à un grand ensemble de données. Ça, c'est quoi? C'est essayer d'analyser à partir de profils WAX, donc de Wide Angle X-ray Spectroscopy, essayer d'analyser la morphologie de nanoparticules. Et donc ça, ce sont les morphologies, donc là les acronymes, vous avez icosaèdre, dodécaèdre, cubo-octaèdre, etc., des noms dont on a entendu parler. Donc ça, c'est la morphologie prédite en fonction de la morphologie réelle et basée sur les profils WAX des nanoparticules, à la fois pour l'ensemble d'entraînement et pour l'ensemble de tests. Et donc là, bon, on a un peu triché avec ce modèle. On a un modèle qui est quasiment parfait, qui ne commet aucune erreur. Il n'y a pas de faux positifs et de faux négatifs. Il n'y a que des vrais positifs, d'accord? Donc ça, c'est généralisable et ça marche aussi bien pour l'ensemble d'entraînement que l'ensemble de tests. Donc ces matrices de confusion représentées sous forme de heatmap ici, ça se généralise parfaitement à des problèmes de classification multiclasse. Normalement, pour valider un modèle, il faut faire ce que je n'ai pas prévu de faire dans le TP, ce qu'on appelle de la cross-validation, donc de la validation croisée. C'est-à-dire que parfois, quand on fait la sélection de l'ensemble d'entraînement et l'ensemble de tests, on a de la chance ou pas. Et donc, de façon aléatoire, dans l'ensemble d'entraînement, sont mis ensemble des échantillons qui permettent à l'algorithme de faire un apprentissage sans difficulté. Et puis si on change l'ensemble d'entraînement, on fait une nouvelle sélection aléatoire, patatras, l'algorithme, ses performances s'effondrent. Et donc, dans une phase de développement et avant la publication, en particulier pour nous d'un algorithme et des résultats obtenus par l'algorithme, il faut faire une validation croisée. Alors souvent on fait un 5-fold, ça suffit. Donc on fait 5 tirages aléatoires différents, 5 tirages aléatoires différents pour fabriquer 5 ensembles différents d'entraînement et de tests. On teste le modèle, l'architecture d'un modèle avec ses hyperparamètres et tout, sur chacun de ces folds. Et on vérifie qu'on a à peu près la même erreur moyenne, quel que soit le fold, c'est-à-dire que l'algorithme est robuste, qui peut résister à la sélection aléatoire de l'ensemble d'apprentissage et de l'ensemble de tests. Et s'il dépend de l'ensemble si sa performance et sa stabilité numérique dépendent de la sélection aléatoire de l'ensemble d'apprentissage, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Ça veut dire qu'il y a un problème. Voilà. Et éventuellement, nous on fait ça des fois, on garde ce qu'on appelle des challenging tests. Donc on sait qu'on a des molécules, par exemple, qui sont complètement en dehors de l'espace chimique d'apprentissage, mais complètement en dehors. Eh bien, c'est pas grave, on sait qu'on va au carton, a priori, mais on les garde quand même au cas où, pour voir si par hasard le modèle, il a quand même capté, même si c'est dans un espace chimique complètement différent, comment est-ce qu'il se comporte par rapport à ça. Donc est-ce que c'est la bonne tendance ou pas. Donc si déjà il y a une bonne tendance d'une prédiction, si je prends des liquides ioniques, par exemple à base d'ammonium, d'accord, le modèle a appris que des ammoniums ou des choses comme ça, ou des imidazolium, donc que des azotes. Et puis j'ai gardé pour moi quelques résultats avec des phosphoniums. Il n'a pas vu de phosphonium, il ne sait pas ce que c'est. Et je suis quand même intéressé de savoir qu'est-ce qu'il va me dire sur le phosphonium.
Et si ça va dans la bonne voie, ça veut dire que peut-être que le modèle, je ne sais pas comment il a fait, mais peut-être quand même il est capable de comprendre, ou il y a un descripteur quelque part qui lui permet de comprendre que l'azote et le phosphore, ce n'est pas tout à fait pareil. Et après, il y a l'explicabilité. Ça, c'est la dernière étape. Donc, vous avez un modèle qui est entraîné, vous êtes content, il n'a pas fait de surapprentissage, il ne fait pas de sous-apprentissage. Vous lui donnez un challenging set, ma foi, il ne se débrouille pas si mal que ça. Mais après, la question, mais oui, ok, il ne se débrouille pas si mal que ça, est-ce que je suis complètement satisfait? Je le serai dès lors que j'aurai appliqué un algorithme d'explicabilité. Donc, nous, on utilise SHAP. SHAP comme Shapley. C'est une méthode additive. Shapley, alors Lord Shapley, il a eu le prix Nobel, il a été anobli par la reine, d'un Britannique qui est décédé aujourd'hui, qui a eu le prix Nobel d'économie il y a 20 ans, quelque chose comme ça. C'était un physicien théoricien qui travaillait sur la théorie des jeux, et en particulier sur la prédiction, par exemple autour d'une table de poker, essayer de faire la prédiction, de comprendre qui est-ce qui va gagner parmi les joueurs, et pourquoi est-ce qu'un joueur a gagné à la fin par rapport à un autre. C'est aussi utilisé dans les grands mouvements financiers, je ne sais pas exactement comment, mais ça c'est une méthode très puissante, et il y a un algorithme qui est disponible, un algorithme Python, une bibliothèque Python, pardon, qui est disponible pour faire ça. Après, vous trouverez aussi Lime. Alors Lime, je crois qu'il est plus développé, mais c'est à peu près les mêmes idées que la bibliothèque SHAP. Et puis vous avez ça qui est bien foutu, qui est plutôt pour l'explicabilité d'images. C'est la bibliothèque Explique. Alors j'en fais la pub parce que c'est développé à Toulouse, par la SAT à Toulouse, et par des gens de chez ANITI, l'Institut d'intelligence artificielle de Toulouse. Et pour les analyses d'images, il est pas mal celui-là en particulier. Donc ça ne vous explique pas, quand je dis que ça permet d'ouvrir le capot de l'IA, c'est pas exactement ça, parce que pour ce que j'en sais, on ne sait pas à quoi sont liés quand un algorithme est optimisé, on ne sait pas trop l'analyser. Par contre, ça peut permettre de dire quelle est l'importance des features, donc des descripteurs, par rapport à une prédiction. Alors, ça c'est typiquement ce que vous trouverez si vous tombez sur une publi de gens qui ont fait du SHAP. Vous trouverez typiquement ce genre de graphique ici. Il faut l'interpréter comment? Ben, supposons que vous avez 5 caractéristiques. Alors on va dire que ça permet de prédire si c'est un chat. D'accord? Première caractéristique, attendez, je n'ai pas trop réfléchi à mon truc de chat. La longueur, alors on va dire la longueur des oreilles. La longueur des oreilles, première caractéristique. Et on va dire que la troisième, c'est la longueur des moustaches. Parce que je pense que les chats ont des moustaches un peu plus longues que les chiens, proportionnellement, et que les chiens ont des oreilles un peu plus longues que les chats. Donc ça vous dit quoi? Ça vous dit que cette caractéristique-là, elle est bleue. Bleu, ça veut dire faible valeur. Et c'est additif. Donc c'est additif. Donc ça, c'est quelque chose qui augmente la probabilité, si c'est une question de probabilité, ou qui augmente la valeur numérique. Donc ça veut dire que si votre caractéristique, elle est faible, ça va augmenter la probabilité que ce soit un chat. Donc si votre oreille, elle est courte, l'oreille qui est mesurée, elle est courte, non, c'est le contraire. Si elle est courte, oui, c'est ça. Si elle est courte, ça augmente la probabilité que ce soit un chat. Le rouge, c'est la longueur des moustaches. D'accord? Donc si c'est cette caractéristique 3, c'est la longueur des moustaches, une valeur élevée de la longueur de moustache augmente la probabilité que ce soit un chat. Voilà. Donc ça ne nous dit pas comment en interne l'algorithme il a construit sa représentation du chat et du chien, mais ça nous dit quelque chose qui n'est pas complètement orthogonal à ce qu'on sait de la morphologie du chat et du chien. D'accord? Et on peut faire pareil avec la chimie, exactement pareil avec la chimie ou avec la physique. Et ça marche pour tout, pour de la reconnaissance d'images, pour de la prédiction, de la classification chat-chien ou pour de la prédiction numérique. Combien est-ce qu'il faut de données? Alors, combien est-ce qu'il faut donner? Il n'y a pas de nombre magique dans le domaine, pour ce que je crois en comprendre. Ça va dépendre si vous voulez un cerveau chimique ou physico-chimique qui est capable de faire des trucs tous azimuts, ou si vous voulez un expert ultra spécialisé. Alors moi je me suis fait un peu cette image-là, c'est que si vous voulez une IA généraliste, ben, allez, s'il faut donner des nombres, alors peut-être que des vrais spécialistes en IA me diront le contraire,
que c'est plus compliqué que ça. Moi, l'image que je me suis formé, c'est qu'il faut de l'ordre 10 puissance 9 données pour une IA généraliste à la ChatGPT, quoi, on va dire. Donc typiquement, les modèles de langage qui peuvent comprendre un modèle de langage qui serait capable de comprendre le langage de la chimie, les concepts de la chimie aux frontières avec la physico-chimie et la biologie, probablement qu'il faut des milliards de données. Vous voulez un spécialiste. Un spécialiste, par exemple, quelque chose qui est basé sur des bases de données de réactions chimiques. Là déjà, rien qu'analyser des bases de données chimiques, moi j'ai eu la chance d'aller visiter les locaux de AstraZeneca à Göteborg et leur département modélisation. Et j'ai pu comprendre que rien que l'aspect réaction chimique au sein d'AstraZeneca, ils avaient mis plusieurs millions de dollars pour développer des trucs. Je pense que ça déjà c'est un gros enjeu et qu'il faut de l'ordre de quelques millions de données. Quelques millions de dollars aussi pour les développements et quelques millions de données. Donc on se dit c'est foutu parce que nous au quotidien on n'a pas des millions ou des milliards de données, mais non, vous avez quand même des IA expertes. Par exemple, vous voulez faire des relations structure-activité, où là, quelques milliers, peut-être même quelques dizaines ou quelques centaines de données, ça suffit largement pour vous bâtir une IA experte. Et n'oubliez pas que la qualité est meilleure que la quantité. Il y a un principe très fort, qui est le principe GIGO, qui est le garbage in, garbage out. Donc si vous nourrissez un algorithme d'apprentissage avec des données qui sont pourries, qui sont de très mauvaise qualité, pour lesquelles il y a des très fortes incertitudes de mesure. Vous n'avez pas fait le travail préliminaire d'identifier des outliers, vous les avez tous gardés sans réflexion. Vous avez pris des données très hétérogènes. Eh bien, si vous faites ça, normalement, il n'y aura pas de miracle. En sortie, vous aurez un algorithme qui va vous donner des résultats de très mauvaise qualité. Voilà, et dont les propriétés prédictives seront très mauvaises. Donc n'oubliez jamais ce principe-là qui est un principe très fort. Donc la qualité est meilleure que la quantité. Après, on voit, nous, quand on décrit des projets, on nous demande de plus en plus de faire des data management plans et de respecter des principes FAIR. Donc je vous encourage vraiment à rentrer, surtout les jeunes, à rentrer dans cette logique-là. FAIR, c'est quoi? Que vous ayez des big ou pas big data, donc beaucoup de données. Posez-vous la question de les rendre facilement, pouvoir les retrouver facilement. Donc vous devez les classer pour les retrouver facilement. Ça doit être facilement accessible aussi. Donc si c'est coincé sur un disque dur qui prend la poussière au fond d'une armoire, c'est pas bon. Ça doit être interopérable, c'est-à-dire que vous devez pouvoir les fournir à des collègues sur des supports variés. Et puis ça doit être réutilisable. Donc ça, c'est des principes FAIR. On a une difficulté, c'est que dans le courant d'un projet, on a des données qui sont à usage temporaire. Certaines, après, on se dit qu'on va plutôt les jeter ou pas les garder, certaines ne sont pas trop intéressantes, etc. Donc comment on fait, surtout dans des travaux collaboratifs, pour stocker des données? Ça, je pense que c'est vraiment une problématique ouverte. Par contre, en fin de projet, quand on a un truc qui est vraiment bien fait, qu'on a bien cerné une problématique, moi je pense qu'on a des mines d'or en fait et que ça fait partie de la science ouverte, il faut publier nos données. Aujourd'hui il y a des journaux qui permettent de publier les données, donc vous pouvez valoriser la publication de données indépendamment et vous pouvez les mettre à disposition. Il y a des tas de sites, moi j'aime bien Zenodo, mais il y en a d'autres. Zenodo, pourquoi? Parce que ça permet d'avoir un DOI. Il y a une notion de version, donc on peut mettre à jour, vous vous rendez compte après que vous voulez étoffer votre base de données ou quelqu'un vous signale qu'il y a une erreur dans une donnée, etc. Vous pouvez mettre à jour. Donc il y a un DOI, donc il y a un suivi des données et de la mise à jour des données. Et Zenodo, avec le soutien, c'est développé avec... il y en a d'autres, mais c'est juste pour dire que c'est développé avec le soutien de l'Europe. Et ça fait partie, c'est un outil qui est fourni par le CERN. Voilà. Donc moi j'aime bien celui-là, mais il y en a d'autres. Et comment est-ce qu'on sauve la donnée? Là, le problématique aussi, c'est qu'on a tous des champs disciplinaires différents et qu'on a des problématiques différentes. Mais vous devez toujours vous poser la question, je crois que je l'ai écrit ici, comment je stocke mes données? Des fois, c'est juste un tableau Excel, mais dites-vous, est-ce que mon tableau Excel est bien organisé pour qu'ensuite je puisse facilement relire mes données pour en extraire quelque chose? Ou si moi je ne sais pas faire, si je fournis mon tableau Excel à un spécialiste de data science et d'intelligence artificielle, est-ce qu'il va commencer à s'arracher les cheveux
parce qu'il n'y a rien qui est réutilisable dans ce tableau, parce qu'un coup, dans une cellule, vous avez mis des textes et des chiffres, la cellule en dessous, vous avez mis que des chiffres, la cellule en dessous, vous avez mis un commentaire. Donc ça, ce n'est pas exploitable. Et puis, bien organiser les données dans un tableau, c'est aussi signe qu'on a peut-être bien organisé sa pensée et que par rapport aux objectifs de la manip qu'on a menée, alors que ce soit une manip numérique ou expérimentale, par rapport aux objectifs de la manip, on voit bien quels sont tous les tenants et tous les aboutissants et quels sont tous les paramètres qui conditionnent la manip et quels sont tous les résultats pertinents qu'on a. Donc, quelque part, bien organiser les données, c'est aussi le signe, je pense, d'une pensée bien organisée. Alors, l'IA, c'est pas magique, hein, d'accord, c'est pas magique, donc, mais c'est vrai que les algorithmes de machine learning, souvent, ils permettent de découvrir quand vous avez des systèmes avec des corrélations complexes, multiparamétriques, ça permet de trouver des corrélations d'une façon qui est, que je l'ai écrit ici, invisible à l'intuition, hein, donc on ne peut pas facilement trouver par l'intuition. Mais n'oubliez pas que la qualité des données, c'est un élément clé. D'accord. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de passer beaucoup de temps, même si c'est casse-pied, à faire ce qu'on appelle la curation des données. Donc, à identifier s'il y a des intrus dans les données, des données de mauvaise qualité. Et des fois, vous pouvez vous rendre compte comme ça, en vous disant, mais là, peut-être qu'en fait, il y a une manip qui est fausse. Hein. Je n'ai pas fait ce que je croyais et je n'ai pas le résultat. Bon. Donc, je vous ai parlé des données FAIR. Et donc, tout ça, ça participe de modèles d'apprentissage dans lesquels on peut avoir confiance. Que vous ayez des small data ou des big data, n'oubliez jamais qu'il y a ces outils d'explicabilité qui sont plus ou moins faciles à mettre en œuvre. Donc ça, c'est important. Il faut valider les modèles en dehors de leur zone de confort. D'accord, comme on le fait avec nos étudiants. De temps en temps, on leur pose des problèmes un peu plus compliqués. Donc on essaie de les faire sortir de leur zone de confort. Donc c'est intéressant aussi de challenger les modèles qu'on peut développer pour savoir les limites de l'extrapolation. Parce que si vous avez un modèle qui à l'arrivée n'est qu'un gigantesque interpolateur, c'est pas trop intéressant. Pour accélérer la recherche, il y a les IA assistantes, donc c'est les IA génératives. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des assistants, pas forcément pour écrire que du code de Python, on a des assistants. N'oubliez jamais l'impact carbone. Donc ici, j'ai demandé à une IA générative, c'est moi, je reconnais. J'ai dilapidé un peu d'impact carbone ici. J'ai eu un impact carbone un peu élevé en demandant ce truc-là. Là, vous avez un serveur ici, et puis derrière, une centrale nucléaire pour rappeler que, centrale nucléaire ou thermique, hein, pour rappeler qu'associé à ça, il y a des émissions de CO2 assez importantes. Et c'est vrai qu'on peut se demander aujourd'hui, tout à l'heure, la question a été posée, à l'heure des IA, on peut se poser des questions sur notre pratique scientifique. C'est vrai que ça semble être un accélérateur de créativité et de découverte dans certains domaines, sous prétexte qu'on fasse bien les choses. Mais on voit de plus en plus des choses extrêmement impressionnantes qui sont développées. Ça, je pense que je vais aller assez vite. Hein. Je veux juste insister, parce que je suis chimiste et théoricien, donc ce qu'on fait beaucoup, nous, maintenant, dans l'équipe, c'est de faire des calculs. On est dans cette base-là, vous vous rappelez le quatrième paradigme, on est dans ce contexte-là, et de plus en plus, on crée des descripteurs numériques. On crée des descripteurs. À part, je finis. J'ai combien de temps? Ok. Donc on a des descripteurs qu'on détermine, par exemple, par application de la théorie de la fonctionnelle densité. Donc on fournit des descripteurs DFT. Donc on fait ça de plus en plus. Donc ça, je vous l'ai déjà montré. Ça, je passe. Alors qu'est-ce qu'on peut récupérer? Donc pour ceux qui ne sont pas très familiers avec la DFT. Alors ça a l'air magique comme ça quand on se dit, oh là là, on peut faire tout ça. Donc je vous rappelle que en fait, l'objectif, c'est de résoudre l'équation de Schrödinger, h psi égale psi. Ça part toujours d'un modèle tridimensionnel. Modèle de molécules tridimensionnel. Quand on a résolu l'équation de Schrödinger, par DFT ou autre, mais c'est vrai que la DFT a pas mal révolutionné notre pratique, quand on a l'énergie, on peut faire de la thermo, de la cinétique. D'accord? Donc on peut calculer l'énergie interne à 0 Kelvin, l'enthalpie standard à une température T, l'enthalpie libre standard, l'écart homo-lumo, et si on considère un point stationnaire qui est un état de transition, donc dans le cadre de la théorie de l'état de transition, on a les équivalents ici pour l'état de transition. Donc on a des paramètres cinétiques.
Quand on a psi, la fonction d'onde, ou n, qui est la densité, qui n'est jamais que le carré de psi, eh bien, on peut faire tout un tas d'analyses de liaisons chimiques, d'interactions intermoléculaires, si j'ai un système avec des liaisons faibles. Donc, je peux calculer des énergies dissociation de liaison, calculer a posteriori la nature d'une liaison chimique. C'est très différent des champs de force. Les champs de force, il faut dire au départ si j'ai une liaison simple, une liaison double carbone-carbone, par exemple. Alors que quand on fait de la DFT, c'est a posteriori qu'on connaît la nature de la liaison chimique. Est-ce qu'il y a du transfert de charge? Est-ce que c'est ionique, iono-covalent, covalent? On peut calculer des moments dipolaires, etc. On peut aussi, à partir de ça, parce que si vous revenez au fondement de la mécanique quantique, si vous connaissez psi, c'est comme un catalogue qui contient toute l'information sur le système. Et donc, si on a ce catalogue d'informations, on peut dériver des propriétés spectraux, infrarouge Raman, RMN, UV visible, avec plus ou moins de précision, mais si on avait la fonction d'onde exacte, normalement, on aurait le spectre UV visible exact. Bon. Le problème, c'est qu'on n'a pas la fonction d'onde exacte ni la densité exacte. On peut rajouter des effets de solvant, on peut faire des études de chemin réactionnel, on peut faire de la dynamique moléculaire. Donc on se dit c'est magique. Est-ce qu'il y a des limitations? Oui, c'est le temps. Le temps. Les calculs sont souvent très longs, donc on est obligé de faire des compromis entre taille du système étudié et la précision qu'on veut. Et puis, dans la vraie vie, les événements chimiques, souvent, ils décrivent une espèce de réseau extrêmement complexe. Et donc, dans la vraie vie, on ne peut pas décrire toute la complexité chimique dans sa réalité, donc avec la modélisation. Bon, mais néanmoins, on peut quand même fournir quelques études intéressantes. Donc, les méthodes qu'on a à notre disposition... quand on est théoricien et qu'on s'intéresse à des propriétés à l'échelle, avec une description à l'échelle atomique des molécules, c'est les méthodes type DFT, WFT, des méthodes semi-empiriques, mais qui sont toutes basées sur la résolution de l'équation de Schrödinger. Sinon, il y a les champs de force, ici. Après, bon, le docking, j'en parle pas. Et ce dont vous entendrez parler demain matin, par Julien Lam, ce sont les Machine Learning Interaction Potential, Julien vous expliquera un petit peu ce qu'on peut faire aujourd'hui avec ce type de potentiel et quels sont les enjeux par rapport à ça. Oui, je vais peut-être zapper ce truc-là. Donc quand on est chimiste théoricien aujourd'hui et qu'on voit arriver la déferlante IA, clairement, on est face à une transformation de notre activité. Parce que jusqu'à présent, moi, quand je voulais comprendre un phénomène chimique, j'essayais de modéliser le phénomène chimique. J'essayais de modéliser en faisant des calculs DFT sur toutes les étapes potentielles du phénomène, etc. etc. Donc c'était une approche pas à pas, avec un côté investigation, Sherlock Holmes ici, mais en faisant des études pas à pas. Et aujourd'hui, si on travaille dans une collaboration théorie-expérience, souvent on a nos collègues expérimentateurs qui nous donnent beaucoup de données qui parfois ne sont pas suffisantes pour se faire une image de ce qui se passe dans la vraie vie. Mais on peut être amené à faire du machine learning, soit justement pour faire de l'analyse de données, soit pour essayer de faire de la prédiction en utilisant la DFT, non pas comme un outil d'investigation pas à pas, mais en utilisant la DFT d'abord comme un fournisseur de données supplémentaires. Et puis ensuite, lorsqu'on a une IA qui a permis de résoudre une enquête, d'arriver au bout d'une investigation, on fait de la DFT pour vérifier quelques hypothèses intermédiaires pour voir si la prédiction par l'algorithme machine learning est confirmée par nos travaux DFT ou pas. Donc je pense que là, on est en train de changer un petit peu nos pratiques à ce niveau-là. Donc, il me reste encore un peu de temps. Alors, je vais vous montrer un réseau de neurones. Non, pas un réseau de neurones. Je vous montre un neurone. Parce que souvent, donc on est d'accord qu'il n'y a pas que le réseau de neurones dans la vie. Donc ça, c'est un notebook qui s'appelle Data Science for Beginners et les principes fondamentaux des réseaux de neurones. Alors, je vous explique ce truc-là. Donc c'est un notebook Python typique. Donc pour certains d'entre vous, vous voyez à quoi ça ressemble. Donc je suis dans Jupyter Notebook.
Ça, pour ceux qui ne savent pas, ça s'ouvre dans un navigateur. Hein, voilà, donc j'ai des codes Python. J'ai initialisé des trucs pour qu'il y ait des jolis logos qui apparaissent. Et là, c'est un notebook, donc je fais travailler sur une base de données qui est une vieille base de données, qui est la base de données d'Iris. Alors, il y a 3 catégories d'Iris. Dans la base de données, il y a 50 échantillons de Setosa, Virginica, Versicolor. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la base de données? C'est un tableau qui contient 5 colonnes. La longueur et la largeur des sépales, la longueur et la largeur des pétales, et la 5e colonne, c'est la nature de l'iris. Donc il y a 50 Setosa, 50 versicolor, 50 Virginica. Ok, alors si on fait juste un peu d'analyse de ces données, donc là j'ai triché, j'ai fait un copier-coller d'une image que j'ai créé avec un outil qui s'appelle Seaborn. Donc qu'est-ce que c'est qui est reporté ici? C'est la longueur des pétales en fonction de la largeur. Et c'est ce qu'on appelle un KDE plot. Donc on rajoute en couleur, ici, on colore les points. Donc on voit qu'il y a à peu près une corrélation linéaire entre les largeur et longueur. Et on fait une couleur des points en fonction de la nature de l'iris. Et comme ça, on voit tout de suite graphiquement que les Setosa ont des petits pétales. Les versicolores sont de taille moyenne. Les Virginica, c'est des plus grosses fleurs. D'accord? Et il y a un recouvrement ici entre les points verts et les points orange. Donc il y a des zones de recouvrement en termes de taille entre versicolore et Virginica. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, si vous voulez entraîner un modèle de machine learning, supposons que vous n'êtes pas capable d'identifier vous voulez entraîner un modèle de machine learning à identifier la nature de l'iris en fonction de la longueur et de la largeur des pétales, vous voyez qu'ici, l'algorithme, il ne va pas faire de miracle, il va avoir des problèmes dans cette zone-là. D'accord? Donc ça, c'est déjà intéressant de faire cette analyse graphique pour voir si déjà naturellement il y a une séparation au niveau des données. Parce que si déjà au départ vous n'avez pas de séparation et que vous avez des zones de recouvrement ici, il n'y aura pas de miracle. L'algorithme, si vous ne lui donnez pas des descripteurs supplémentaires, alors il nous reste encore à notre disposition les sépales, si vous ne lui donnez pas des descripteurs supplémentaires, ici, là, il va se planter. Ça, c'est une zone ici où il y aura des gros problèmes de prédiction. Et ça va me permettre ça de vous montrer, d'illustrer le modèle du perceptron dont je vous ai parlé, c'est un neurone unique. Alors d'abord, si j'ai un problème comme ça, mon objectif c'est quoi? C'est juste faire de la régression linéaire. Je peux faire de la régression linéaire avec un neurone, et je vais vous expliquer du coup comment marche un neurone. Si je veux faire de la régression linéaire par ce qu'on appelle une technique de moindre carré, je vous l'ai dit, c'est complètement analytique. Vous avez des valeurs y en fonction de valeurs x, d'accord? Vous devez, pour calculer la droite qui passe au plus près de tout ça, ça revient à écrire une loss function qui s'exprime comme ceci, qui carré, c'est la loss function qui est la somme des yi des valeurs expérimentales moins a fois xi moins b, où a et b sont la pente et l'ordonnée à l'origine de la droite, divisé par sigma i, donc qui est l'erreur moyenne. Donc trouver les coefficients a et b, mathématiquement, ça revient à minimiser cette fonction, d'accord, la fonction qui carré. Donc les paramètres optimaux correspondent à qui carré égale à 0. C'est analytique ce truc-là, bon, moi je ne sais pas démontrer les équations, mais c'est analytique et ça revient à écrire ça. Si vous écrivez que votre vecteur que vous cherchez AB, A chapeau, B chapeau, c'est θ, ça revient à résoudre cette équation ici, où x c'est la matrice qui contient vos valeurs, etc., etc. Donc il y a une solution analytique. OK. Avec quoi on peut faire ça? On peut faire ça avec scikit-learn. On peut faire ça avec scikit-learn. Donc là, vous avez le workflow. Alors, c'est un peu pompeux, vous appelez ça un workflow. Je vais peut-être grossir un peu les caractères. Là, vous avez un workflow typique Python. Vous allez lire votre... Donc là, c'est du CSV, c'est juste un fichier texte. Vous allez lire vos données, qui est sauvé quelque part. Vous dites qu'elle le sépare, c'est un tableau, hein, c'est un fichier texte avec toutes les valeurs qui sont séparées par des points-virgules. Vous dites quel est le séparateur. Vous importez votre modèle Python, enfin dans scikit-learn, vous importez l'outil linear regression. Vous faites un peu de transformation de tableau, c'est casse-pied, du reshape, etc. Mais aujourd'hui, les IA génératives vous permettent de faire ça, ils savent faire ça par cœur. Vous faites un fit, ici.
Donc j'ai appelé PWPL, c'est petal width, petal length. Vous faites un fit pour prédire la. Vous faites un fit pardon, qui relie PW et PL, voilà. Et puis ensuite, si vous vous affichez le coefficient et l'intercept, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine. Donc tout ça est géré de façon analytique et vous pouvez afficher les métriques après. Donc je vais exécuter mon code de Python parce qu'elle n'est toujours pas exécutée. Voilà, donc j'ai affiché juste un extrait de mon tableau. Ici, je me suis servi de ces deux colonnes-là si on analyse le code de Python avant. Je fais de la régression et ça vous donne les valeurs de A et de B, ordonnées à l'origine et pente. OK. Et ça nous dit que l'erreur moyenne, elle est de 0,368, la MSE, elle est de 0,22, et le R carré, il n'est pas mauvais, il est plus grand que 0,9. Bon, voilà. Après, je n'ai pas fait d'analyse graphique ici, non. Ouais. Après, le perceptron. Alors, le perceptron, si je veux faire la même chose avec un perceptron, je peux, parce que la formule du perceptron, elle est vraiment toute bête. Derrière un réseau de neurones, le neurone proprement dit, si vous avez une entrée, un neurone et une sortie, si vous voulez faire de la régression et pas de la classification, comment est calculée la sortie? La sortie, Y, c'est le poids de la connexion entre X et le neurone lui-même, plus petit b, qu'on appelle le biais, le bias, qui est un paramètre associé à un neurone, qui donne un peu de souplesse au neurone. Donc un neurone, c'est une relation linéaire. C'est vraiment ça. Donc quand vous avez un neurone unique, c'est à ma connaissance le seul cas de réseau de neurones où vous pouvez donner du sens à la valeur de W et de B, qui sont les deux paramètres qui vont être optimisés par le feedback, le paramètre de rétropropagation. D'accord ? Donc, ils sont les deux paramètres optimisés par l'apprentissage. Donc, on va faire ça. Je reprends. Et alors là, qu'est-ce que j'explique? J'explique qu'il faut mettre en place le hold-out. Donc, c'est en fit quadratique normal. On prend toutes les valeurs, que l'on a, d'accord, et on met ça dans le fit. Si on fait un réseau de neurones, on fait 80% d'apprentissage, 20% pour le test. Donc ici, vous avez une partie où on prend un échantillon frac égale 0,8, donc 80% de l'échantillon. Et le test, c'est le truc précédent, c'est notre échantillon ici, dont on retire les datas qui ont servi à l'entraînement. Bref, c'est la syntaxe de tous ces outils. On définit notre valeur X pour l'entraînement, nos valeurs X pour le test, le Y qui est la cible pour l'entraînement, le Y pour le test. Donc voilà, c'est fait. Et après, voilà le modèle en réseau neurone. Alors un réseau neurone, qu'il soit dense ou que ce soit juste un neurone, c'est ce qu'on appelle un réseau séquentiel dans la terminologie de Keras. Et on a une couche d'entrée qui contient shape 1 neurone. On a une couche dense qui contient un neurone, puisque j'ai une entrée, d'accord, et c'est fini, puisque la sortie de ce neurone-là, ça va être ma régression. Après, on compile le modèle, on lui dit quel est l'outil qui nous permet d'optimiser, donc faire la rétropropagation, donc le Hadow, c'est un gradient conjugué en fait, ce truc-là, ou un Newton-Raphson, enfin voilà. Sur quelle base on veut optimiser? On lui demande de minimiser la loss function. La version qu'on cherche à minimiser, c'est la mean square error. Voilà la définition du modèle. Et après, on lui dit, parce qu'un modèle, il peut faire un apprentissage 100 cycles, 200 cycles. C'est comme vous. Quand on apprend un truc, on croit qu'on a compris. On teste, on se dit non, j'ai peut-être pas compris, j'y reviens, je fais un feedback, je reviens, je demande conseil à quelqu'un, etc. Ça peut durer un certain temps. Donc là, je dis que je fais du early stopping, donc je dis d'arrêter si au bout de 10 itérations d'apprentissage, la performance d'apprentissage n'est pas améliorée, on s'arrête. Voilà, je fais un bilan, après je trace mon modèle, et puis après, regardez comment ça s'appelle dans Keras et TensorFlow. Même si c'est du neurone, ça porte le nom fit. Donc on fait un fit du modèle que j'ai appelé modèle de réseau neurone, Artificial Neural Network. Donc, oups, je fais une bêtise. Donc voilà, et là, voilà, c'est parti.
Donc là, vous avez l'apprentissage, donc ça va super vite parce qu'il n'y a qu'un neurone. Hein. Donc qu'est-ce que je vois ici? Je vois que, alors je pense que ça ne s'est pas super bien passé, mais c'est normal. Hein. Résoudre un système, une régression linéaire avec un neurone, c'est complètement idiot. C'est vraiment pas fait pour ça. Donc vous avez la loss function bon, qui vaut 0,22, l'erreur moyenne qui vaut 0,37, l'erreur quadratique moyenne qui vaut bon, 0,22, et ça vous avez trois valeurs ici. Ça c'est pour l'ensemble d'entraînement. Et vous avez la même chose qui est calculée pour l'ensemble de tests. Ça ne veut pas dire que l'ensemble de tests a été utilisé, l'algorithme ne triche pas. Hein. Mais sans tricher, à chaque pas d'apprentissage, là vous avez ce qu'on appelle les époques, à chaque pas d'apprentissage, vous avez votre algorithme qui évalue sur le test s'il a compris ou pas. Et donc quand on voit que le MAE ou la loss function est à peu près la même entre l'ensemble d'entraînement et l'ensemble de tests, on peut se dire qu'il n'y a ni surapprentissage ni sous-apprentissage. Peut-être que ça se passe bien, on va voir. Je trouve quand même que l'erreur est un peu élevée. Donc là, au bout de 11 itérations, early stopping, il dit OK, je crois que j'ai trouvé, je ne peux pas faire mieux, et je m'arrête là. Alors après, bon, je fais juste un affichage propre de la MAE, MSE, etc. Et après, ce qu'on va faire, c'est un tracé. Alors, pourquoi ça s'est si bien passé ce truc? J'avais dit l'exécuter avant. Attendez, je recommence de zéro. Je trouve que ça s'est trop bien passé. J'ai dû tricher sans m'en rendre compte. J'aime pas quand l'algorithme y converge facilement. Voilà, voilà. Ah, je préfère ça. Attendez. Désolé. Là, vous voyez, enfin, non, vous ne voyez pas parce que il patine. On va laisser. Là, vous voyez que ça se met. Il travaille là. Il travaille. Donc ça se passe mal. Voilà. Donc revenons. Je lui avais permis de faire au maximum 250 itérations. J'avais dû tricher avant. 250 itérations. Vous voyez que pour faire une régression linéaire, il s'est servi des 250 itérations. Donc ça, c'est nul. C'est vraiment pas efficace par rapport à une régression linéaire standard. Ensuite, la précision. Bon, elle vaut ce qu'elle vaut. Le R carré vaut 0,89, 0,88 entre l'ensemble d'entraînement en vert, l'ensemble de tests en bleu. Et maintenant, le tracé. Qu'est-ce que je trace ici? C'est la loss function en fonction des étapes d'apprentissage. Donc, la loss function, il faut toujours faire ça en phase de développement. Donc ça, c'est la fonction qu'on cherche à minimiser, d'accord, que le système cherche à minimiser grâce au feedback. Et vous tracez en parallèle la loss function pour l'ensemble d'entraînement et pour l'ensemble de tests. Et quand les deux courbes se superposent, c'est plutôt bon signe, c'est qu'il n'y a ni surapprentissage ni sous-apprentissage. Donc le modèle semble capable de généraliser. Mais il faut quand même 250 itérations pour faire un moindre carré, un fit linéaire, c'est pas terrible. Hein. Et ça, c'est l'erreur moyenne, d'accord? Donc on est parti d'une erreur moyenne au départ qui est pitoyable, et ça atteint une erreur moyenne de 0,5. Bon, c'est pas génial, génial. Maintenant, qu'est-ce que je fais là? Je ne sais plus. Oui, ça y est, je sais. Je vais plutôt passer, je vais vous montrer celui-là plutôt. Donc ça, c'est la distribution de l'erreur pour l'ensemble d'entraînement et l'ensemble de tests. Alors attendez, je vais réduire mon truc. Voilà, donc ça c'est la distribution de l'erreur, d'accord. Donc je vois qu'aussi bien pour l'ensemble d'entraînement que l'ensemble de tests, l'erreur commise par le modèle a à peu près une distribution gaussienne, hein, une distribution normale. Donc c'est plutôt satisfaisant, c'est-à-dire que satisfaisant au sens où il n'y a pas de surapprentissage ou de sous-apprentissage, voilà. Mais maintenant, ce que je voudrais faire, c'est comparer le résultat par rapport à une régression linéaire normale. Donc je vous rappelle que ce qui a été fait ici, c'est d'optimiser les paramètres W et petit b, qui sont les paramètres caractéristiques du poids d'entrée, du poids de l'entrée ici, et petit b qui est le paramètre caractéristique du neurone qui est là. D'accord? Donc je veux afficher W et B, et ce W et B, c'est le petit a et le petit b de la régression linéaire. C'est le seul cas où on peut avoir une solution analytique.
Et ça nous dit, OK, après tout cet apprentissage qui a pris 250 itérations, ça nous dit que le petit a, donc le W, vaut 1,8 et l'ordonnée à l'origine vaut 1,5. Et je crois que c'est vraiment pourri comme résultat. Parce que la régression analytique nous donne comme valeur, où est-ce que je l'ai? La régression analytique nous donne comme valeur, ah oui c'est en bas, merci, 2,2 au lieu de 1,8 et l'ordonnée à l'origine 1,09 au lieu de 1,5. Donc c'est vraiment nul. Bon, on n'a pas eu de chance, mais c'est bien ce que j'espérais, qu'on n'ait pas de chance, pour vous montrer que sur des cas basiques comme ça, c'est pas terrible. Et je peux le voir, alors graphiquement, c'est pas si épouvantable. Graphiquement, c'est pas si épouvantable parce que les points expérimentaux, ils sont en bleu, d'accord? La droite de régression analytique, c'est la droite rouge. Et le modèle de réseau de neurones, il a un peu sous-estimé la pente. Vous l'avez ici. Donc c'est l'application du modèle du perceptron aux données d'entraînement en vert. Et en orange, c'est sur les données de test. Donc il a sous-estimé la pente, c'est bien ce qu'on a vu, et il a surestimé l'ordonnée à l'origine. Donc ce n'est pas si horrible que ça, mais ce n'est pas une super approximation non plus par rapport à la solution analytique. Là où c'est plus intéressant quand même, évidemment, c'est si on a un système multiparamétrique, et là, ça prend tout son intérêt. Mais sur un cas comme ça, c'est vraiment sans intérêt d'utiliser un neurone. Alors, qu'est-ce que c'est que le modèle, maintenant, pour en finir? Ça finit à... J'ai fini là. Donc, quel est maintenant... qu'est-ce que c'est qu'un réseau de neurones de façon plus générale? Si vous avez un simple neurone, le simple neurone, si vous faites de la régression, la solution ici, une fois que vous avez fait l'entraînement, etc., c'est d'optimiser, donc si vous avez plusieurs entrées, c'est l'optimisation des poids, la rétropropagation, et l'optimisation du biais. Donc la sortie, c'est juste, c'est pour démystifier un peu, c'est juste la somme des WI fois XI plus le biais. Si vous faites de la classification, c'est exactement le même schéma, mais regardez la petite différence, c'est que là j'ai rajouté un symbole qui est un symbole de sigmoïde, parce que la sortie, ici, la sortie, P, alors c'est calculé comment? D'abord vous avez une somme que j'ai appelée petit t, qui est calculée exactement comme le Y chapeau ici. C'est la somme des WXI plus le biais. Et ça donne une valeur t, et c'est cette valeur t qui alimente le calcul donc de la... Donc vous avez une fonction d'activation ici, cette fonction d'activation qui là est donnée par cette équation, mais il y a d'autres fonctions d'activation. Et donc la sortie ici, qui est homogène à une probabilité, est calculée comme étant 1 sur 1 plus exponentielle moins t. Voilà, pour ceux qui connaissent, c'est une fonction mathématique bien connue. Et la différence aussi au niveau de la minimisation de la fonction pour faire la rétropropagation. Ici, j'ai choisi la mean square error. Et là, ce qui est recommandé, si vous faites de la MSE pour ça, ce n'est pas du tout approprié, parce que ce qu'on lit dans la littérature, c'est que ce qu'il faut minimiser, ce qu'on appelle la cross-entropie. On ne va pas analyser la formule dans le détail, mais là-dedans, vous avez, donc la MSE, c'est facile à lire, vous avez Y chapeau et Y. Vous cherchez à minimiser la différence entre valeurs prédites et valeurs réelles. Et ici, vous retrouvez aussi toutes vos valeurs prédites et valeurs réelles, mais il y a des logarithmes, etc. Donc c'est la cross-entropie. Donc ça, c'est si vous avez un simple neurone. Et si vous avez plusieurs neurones, donc ça, c'est du deep learning. Donc le deep learning, vous retrouvez exactement le même type de schéma. Vous avez des fonctions d'activation. Alors vous avez une couche d'entrée, une couche de sortie. Il peut y avoir plusieurs sorties. Vous pouvez prédire plusieurs valeurs simultanément. Et vous avez des couches cachées. Tous les neurones sont connectés entre eux. La rétropropagation, l'apprentissage consiste à optimiser tous ces poids, toutes les valeurs de biais, et on met des fonctions d'activation en interne. C'est-à-dire, est-ce qu'un neurone transmet une information ou pas? Donc le neurone peut ou pas transmettre d'informations à ses suivants. D'accord? Donc il y a une fonction d'activation. Et simplement sur la couche de sortie, il n'y a pas de fonction d'activation parce que vous laissez un nombre et pas quelque chose qui soit homogène à une probabilité. Et du deep learning pour faire de la classification, c'est ce qu'on appelle aussi la régression logistique. C'est exactement le même schéma, sauf qu'en sortie, là où j'ai encadré, le neurone de sortie, on rajoute une fonction d'activation.
Parce qu'on veut ici que s'il y a plusieurs neurones, on veut que la somme des valeurs soit égale à 1. On veut que ce soit homogène une probabilité. Mais c'est exactement les principes que je vous ai montrés. Et c'est des histoires de cross-entropie, de fonction softmax. C'est la fonction que je vous ai montrée, ce qu'on appelle la fonction softmax, etc. Donc, et si vous voulez faire un truc comme ça, donc je suis allé un peu vite pour vous montrer le code de Python, mais définir le modèle, c'est une ligne de Python par couche de neurones. Ou sur la ligne de Python, on dit combien de neurones, quelle est la fonction d'activation, et c'est à peu près tout. Voilà. Et donc on dit qu'on a un modèle séquentiel, une ligne Python pour définir cette couche, une ligne pour cette couche, etc. Et une ligne pour la couche de sortie, où on dit s'il y a fonction d'activation ou pas. Et c'est des choses que vous pourrez expérimenter. Ah non, ça, je ne vous fais pas faire de réseau de neurones en TP parce que c'est quand même un peu trop long l'apprentissage. Voilà. Donc, merci pour votre attention.